Donc, bonjour, tout d'abord merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette conférence. Donc l'intitulé de la conférence, donc, comme vous avez pu le voir dans les petites pochettes, le BIOD, risque et opportunité pour l'entreprise. Donc je vais commencer par présenter ce que vous avez dans les pochettes. Donc, vous allez retrouver un livret, donc le livret qui reprend tout l'intitulé de la conférence. Vous allez retrouver toutes les documentations, des exemples et des liens sur des solutions qu'on va vous présenter. Ensuite, vous allez retrouver une petite feuille d'évaluation qu'on vous demandera de remplir à la fin pour nous évaluer. Et puis vous trouvez un petit fascicule sur les formations saisies au niveau des branches informatiques, donc, notamment celles qu'on fait aujourd'hui, le ESI. Donc par rapport au BIOD, donc, on est là ce soir pour vous présenter le BIOD dans sa globalité, avec différents aspects, donc les aspects techniques, humains, organisationnels et financiers. Donc ça va vous permettre derrière de réfléchir, si ce n'est pas déjà le cas pour certains ou si c'est déjà le cas pour d'autres, de réfléchir à certaines stratégies à adopter ou à mettre en place. Donc notamment, on verra par la suite donc, les enjeux pour votre organisation ou votre entreprise. Ensuite, on verra comment bien déterminer la sphère personnelle de la sphère professionnelle. On verra ensuite les aspects juridiques et financiers par rapport aux différents points du BIOD. Et on finira par les aspects techniques et ainsi qu'un retour d'expérience de la part d'Olivier Binchet qui, lui, a déjà mis en place certaines solutions. Donc, voici le déroulement de la soirée. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter les intervenants et l'équipe qui a participé à l'organisation de cette conférence. On passera ensuite au déroulement de la conférence. On fera ensuite une partie de questions-réponses pour interagir avec vous, le public, pour répondre à vos questions si vous en avez sur la présentation et sur des questions que vous avez pu vous poser en entreprise. Donc à la fin de cette conférence, comme je vous ai présenté la petite feuille, on vous demandera de nous évaluer sur la globalité de la présentation, sur l'organisation de la conférence, sur tout ce que vous avez pu voir, si vous avez visité notre site internet également. Donc cette évaluation va nous permettre de nous évaluer à titre indicatif au sein de la formation MSI, parce que ça fait partie d'un module de communication et d'organisation. Et puis à la fin, on finira par un petit cocktail, donc ça nous permettra d'échanger plus intimement sur l'informatique et d'autres sujets si vous le souhaitez. Voilà. Donc concernant les intervenants qui nous ont permis de mettre en place cette conférence, donc principalement Olivier Binchet avec qui nous avons travaillé sur un certain nombre de modules au niveau de la formation et qui nous a beaucoup aidé sur cette conférence au niveau de l'organisation et surtout sur les aspects techniques. Donc Olivier, lui, il est DSI d'un regroupement public dans la Gironde, qui travaille essentiellement au ministère de l'Agriculture. Il a également des fonctions de service et de consulting dans la Charente. Ensuite, nous avons travaillé avec deux personnes au niveau juridique. Donc, malheureusement, ces deux personnes-là n'ont pas pu être présentes ce soir. Donc, nous avions dans un premier temps M. Kuznik, du fait qu'il y a eu des problèmes de grève de train aujourd'hui, il a été réquisitionné à un palais de justice sur Bordeaux, il me semble. Donc, il ne sera pas là ce soir. Et Madame Maître Garance Mathias, qui est une personne avec qui nous avons échangé longuement par Internet, donc qui nous a apporté beaucoup de documentation au niveau juridique et d'articles, notamment que vous retrouverez dans le livret. Donc, concernant les organisateurs de la conférence, donc la promo MSI, donc on est composé de 6 membres. Donc Anthony Fondeville, qui est en poste à Martel, à Cognac. Jean-Rémy Latour, qui est dans une SS2I à Périgueux. Jérémy Barrier, qui est également dans une SS2I à Limoges, donc Axience. Simon Leroux, qui lui est à Rochefort, à EDS Sogerma. Stéphane Péchereau, lui, est en poste à Nersac, à la SAPT. Et moi-même dans une PME sur Niort. Donc dans l'ensemble, nous avons des profils d'administrateurs, systèmes et réseaux. On tend à aller sur du management et de la gestion de projet par le biais de cette dernière année de formation, qui est un Master 2 dans le management DSI. Donc voilà, on verra à l'avenir comment ça se passera. Donc concernant le plan de cette présentation, donc on va commencer par introduire qu'est-ce que le BIOD, les définitions et les termes qu'implique le BIOD.
On déroulera ensuite sur les risques qu'encourt le biode, donc quels sont les différents risques qui existent à ne pas mettre en place de politique biode et quels sont également les risques qui peuvent intervenir si on en met. Ensuite, on fera un constat sur le fait de ne pas prendre en compte le biode. Donc ça, c'est plus dans le sens où les entreprises aujourd'hui qui peuvent être présentes ici, qui n'ont pas du tout de politique biode en place, pour avoir vraiment la vision de ce que ça peut apporter. Et ensuite, on fera un panel des solutions qui peuvent exister sur le marché aujourd'hui dans le cadre du biode. Et on fera un petit bilan au final. Donc je vais passer la main à Jérémy pour vous présenter le sujet. Bonjour à tous. Alors, tout d'abord, un petit rappel de ce que c'est que le biode. Donc, c'est le fait d'apporter ses équipements personnels à l'entreprise et de les utiliser pour son activité professionnelle. Donc, tout d'abord, la messagerie, par exemple, configurer la messagerie personnelle sur son smartphone. Alors, on en entend beaucoup parler, effectivement, du biode dans l'actualité IT, etc. Maintenant, ce qui serait intéressant de voir, c'est pourquoi, justement, le biode est si présent aujourd'hui. Tout d'abord, le premier point, par la démocratisation des équipements privés, qui sont parfois plus performants que l'équipement qui peut être fourni par l'entreprise, ou plus récent. Deuxième point, multiplication des situations de mobilité et de travail à distance. Je pense par exemple à l'informaticien qui serait en astreinte chez lui. Il reçoit un message de son client, il doit intervenir. Il fait une prise en main à distance sur le poste de son client, par exemple via son ordinateur personnel. Voilà. Ça peut être un exemple typique de l'utilisation de ce deuxième point. Troisième point, utilisation similaire des outils et des applications. Notamment la messagerie. Typiquement, sur notre smartphone perso, si on a à la fois notre messagerie perso et notre messagerie pro, c'est une application qui sert dans les deux sphères, dans la sphère privée et dans la sphère professionnelle. Typiquement, le GPS aussi. Si on a un TomTom ou quelle que soit l'application sur son téléphone, on le connaît bien, on a l'habitude, on l'utilise le week-end, etc. On ne va pas l'utiliser la semaine pour aller chez le client. On ne va pas utiliser le GPS de l'entreprise, on va préférer utiliser le nôtre parce qu'on le connaît bien. Et quatrième point, une demande qui est toujours plus forte de certaines populations, notamment les cadres dirigeants, les jeunes embauchés, voilà, d'utiliser le matériel de leur choix. Alors, un petit état des lieux, notamment de la vente d'appareils à travers le monde. Donc, c'est une étude qui a été faite par le Gartner en 2013, où on voit un état en 2012 et une projection jusqu'à 2017. Ce qui est très intéressant de voir, c'est la progression de la téléphonie mobile, des tablettes et des netbooks. Bon, même si les netbooks représentent une infime partie de toutes ces ventes, c'est important de signaler que tous les périphéries nomades ont tendance à augmenter au niveau du nombre de ventes. Autre information intéressante, 2014, on voit que les tablettes vont passer au-dessus des PC en termes de nombre de ventes annuelles. Voilà. Et donc, clairement, on voit qu'en 2017, entre 2012 et 2017, une baisse progressive des ventes de PC. D'où la conclusion du Gartner, le biode sera un changement aussi important que celui induit par l'arrivée du PC dans le monde professionnel. Quelques phrases clés aussi de grandes marques comme Cisco ou d'autres cabinets d'études, le Gartner ou d'autres instituts de sondage. La première, d'ici fin 2013, il y aura plus de terminaux connectés que de personnes sur Terre. Donc ça s'explique tout simplement si on a un PC, une tablette, un smartphone. Donc forcément, on en a déjà 3 ou plus parfois. Donc ils sont arrivés à cette conclusion. D'où la question qu'on vous a posée à l'entrée sur le petit questionnaire. Ça va nous permettre de faire un petit sondage et de vous l'afficher tout à l'heure. Deuxième point, en 2016, il y aura 8 milliards d'appareils mobiles à usage personnel connectés à Internet. Troisième point, 45% des actifs utilisent leur téléphone portable personnel pour des usages en entreprise et majoritairement de façon non contrôlée. Donc, je prends le cas typique, le salarié il a un iPhone, autre smartphone, Android, etc. Il va vouloir configurer sa messagerie professionnelle. L'entreprise n'est pas forcément au courant qu'il a fait, ou même elle peut être au courant, mais elle peut ne pas le prendre en compte directement ou ne pas connaître les risques de cette pratique.
et donc il va configurer sa messagerie professionnelle sur son téléphone perso. Et quatrième point, 75% des cadres travaillent le soir après leur journée de travail. Je pense notamment par exemple au comptable qui souhaite rentrer chez lui, mais qui a un petit peu de travail encore à terminer, des mails à envoyer. Il peut utiliser son ordinateur personnel pour finir, par exemple, hein, pour prendre que le cas du cadre, enfin que le cas du comptable. Ensuite, je vais passer la main à Olivier pour les risques qui sont engendrés avec le biode. Bonjour. Dans l'entreprise, nous avons un certain nombre de risques que l'on constate, qui sont présents. On a essayé de les énumérer pour que vous puissiez bien voir. On a fait la différence entre la sphère de l'entreprise et la sphère privée de ce que l'on a à la maison, puisque les usages sont différents, mais justement la problématique du biode, c'est ce qu'on appelle aussi la consumérisation, qui est en fait le mixage entre la vie de l'entreprise et la vie privée, et d'où trouver un juste milieu entre les choses. Petite chose que l'on peut voir, par exemple, c'est que dans l'entreprise, on a un des risques, c'est la perte de données. Vous y êtes la plupart très sensibles, puisque la perte de données, ça peut être une perte d'identité, ça peut être une perte de choses qui pourraient amener à de la concurrence déloyale derrière, de la réexploitation, de la recherche et développement, donc des choses qui peuvent être extrêmement coûteuses et dommageables, et on sait très bien qu'un SI qui tombe ou qui devient inopérant pendant quelques semaines, automatiquement c'est la mise en péril de la société que l'on constate derrière. La perte d'image, une société qui ne serait pas en mesure de pouvoir garantir correctement ses données, un petit peu tout ce qu'il y a derrière, si elle venait à être attaquée ou corrompue ou un certain nombre de choses, c'est un petit peu tout de suite son impact commercial, son impact d'image et communicante qui va être touché. Et donc on va avoir une perte d'image qui après se retraduira sur tout un tas d'autres effets, comme par exemple des effets perte économique ou perte de marché. La perte de productivité. Donc la productivité peut être touchée par rapport à un mauvais usage ou un mauvais cadrage des outils de l'ASI, donc de l'IT. Il y a plein de choses qui peuvent constater. Par exemple, un SI qui est mal contrôlé en termes d'usage, vous avez tous des besoins liés à votre bande passante, à votre internet, à votre connexion. Si on n'a pas les bons outils, derrière c'est une bande passante qui va être écoulée et qui va servir à d'autres usages, qui fait par exemple que vous serez bloqué sur un certain nombre de vos travaux et donc une perte de productivité. Un des risques aussi, ce sont des sanctions financières, parce qu'on n'a pas mis en place un certain nombre de procédures qui visent à protéger le SI, mais aussi l'entreprise dans sa globalité. Et donc, un de ces risques, ça va être de perdre des choses qui vont après nous engendrer, on va dire, des dommages avec des dédommagements, des frais et un certain nombre de choses. Et la chose qui fait encore des fois plus peur, bien qu'elles sont bien souvent liées, les sanctions en fait juridiques, judiciaires, parce qu'on n'a pas mis en œuvre un certain nombre de choses. On a tendance à souvent penser à nos droits et oublier surtout nos devoirs. Il ne faut pas oublier les devoirs qu'on peut avoir le dirigeant ou les 4 dirigeants qui gèrent en fait le SI, puisqu'il y a énormément de choses à notre disposition et à la disposition en fait des services juridiques pour pouvoir cadrer les choses. Au niveau des individus, alors là c'est peut-être où il y a le plus de flou artistique, puisque parmi les individus on a aussi des droits et des devoirs. En fait, quel risque encourt l'individu quand il commence à s'approprier des données de l'entreprise, parce qu'il y a une mixité entre l'entreprise et sa sphère personnelle. Donc, qui a des responsabilités ou pas sur la perte des données, à la fois personnelle et à la fois de l'entreprise. Est-ce que la personne encourt des risques? Oui ou non, ça dépend des choses sur les sanctions judiciaires. Donc, notamment si on utilise ou non des matériels avec des licences spécifiques ou pas, certains usages ou pas, et ainsi de suite. Donc, les problématiques liées à du copyright, liées à la stratégie d'entreprise, à de la vulgarisation. Donc, il y a plein de choses derrière. Et ensuite, les sanctions professionnelles que l'individu pourrait encourir auprès de sa société, donc en dehors de la justice, parce qu'il aura, entre guillemets,
bravé une politique du SI et que derrière il aura outrepassé un certain nombre de ses droits dans la société et qui aura pu faire courir un certain nombre de dommages sur l'entreprise. Donc pour illustrer tout ça, je vais vous faire un petit scénario pour bien que vous compreniez et que vous voyez entre guillemets qu'est-ce qu'on veut dire dans l'entreprise. Et quand on parle de biode et on parle de consumérisation, ça devrait parler un petit peu à tout le monde, donc je vais jouer un petit jeu de rôle. Donc voilà, je suis dans mon entreprise, j'ai un téléphone qui peut être un téléphone par exemple perso. Donc un des premiers défauts qu'on fait, c'est qu'on demande généralement à mettre sa messagerie sur son téléphone. Alors on n'a pas besoin de citer de marque, hein. Maintenant ils savent entre guillemets tous le faire, du moment qu'on a le bon abonnement data, qu'il y a la bonne connexion internet et ainsi de suite. Donc j'accède à mes données de l'entreprise, j'accède à un certain nombre de choses, je fais mon boulot et on va dire, on a tendance à dire, le smartphone vient le prolongement en fait du bureau et le prolongement en fait du cerveau. C'est aussi facile, on y met des numéros de série, les mots de passe, les contacts, et ainsi de suite. Et on mixe l'entreprise et le personnel. J'arrive à la maison, je fais 2-3 petits trucs et puis je pose mon téléphone. Alors pour ceux qui ont des enfants, voilà, vous devez tous connaître ça. Enfin moi en tout cas je le connais. Il y a ma fille par exemple qui arrive et puis qui prend mon téléphone. Parce que c'est marrant maintenant, on a des mini-ordinateurs avec plein de jolies applications, on a des trucs qui balancent des petites boules qui font tomber des arbres, enfin, vous voyez très bien de quoi je veux parler. Donc voilà. Donc ma fille elle prend par exemple mon téléphone, et pof, d'un seul coup, j'ai une application qui arrive, demande de rendu. Oh c'est chiant. Et je zappe. Je refuse le rendez-vous, je refuse le rendez-vous, et ainsi de suite. Alors ça c'est du vécu, hein, ce que je vous dis. Voilà. Donc là elle vient de rentrer, ma fille qui n'a rien du tout à faire, qui vient de rentrer dans ma sphère d'entreprise, premier problème. Et là je comprends pas parce que là j'ai mon collègue qui m'appelle et puis qui me dit Olivier ça va pas, tu viens de refuser un rendez-vous avec la préfecture avec une réunion hyper importante et là ça va pas. Donc là très confus. Je quitte tout le monde et hop, je vais vite sur mon ordinateur pour dire, m'excuser auprès de mon ordinateur, auprès de mes différents interlocuteurs, pour leur dire voilà, vous savez, c'est une erreur, c'est ma fille qui a pris mon téléphone et puis voilà, qui a invalidé, ainsi de suite. Donc je m'excuse et je me sers donc de mon téléphone, de mon ordinateur personnel pour le boulot, à la maison. Voilà. Mais bon, comme j'y passe un petit peu de temps, j'ai ma femme qui n'est pas très commode, qui arrive et puis qui me dit, bon, t'es bien gentil, ça fait 2 heures que tu as débauché et ça fait 2 heures que tu es soit sur ton téléphone, soit sur ton ordinateur. Vu vous sourire, je vois qu'il y en a certains qui voient de quoi je parle. Voilà. Et donc, bilan, j'ai pas bien fait forcément mon boulot dans la sphère de l'entreprise, mais je l'ai pas fait non plus dans mon boulot de citoyen ou de papa à la maison, quoi. Donc vous voyez, on peut voir que la sphère privée, la sphère de l'entreprise et un certain nombre de choses sont relativement très proches. Et qu'à un moment, la consumérisation fait qu'un certain nombre de points peuvent être difficilement contrôlables. Et en tout cas, il va falloir qu'on puisse trouver un certain nombre de délimitations et après de solutions à apporter à toutes ces problématiques. Donc, un certain nombre de questions vont se poser. Donc là, normalement, je devrais interagir avec Jérôme Kuznik, qui est l'avocat avec qui on avait travaillé. Donc Jérôme s'excuse, mais il a été appelé au tribunal tout à l'heure pour une très grosse urgence. Il m'a prévenu qu'il ne pouvait pas être là disponible, il était sur Bordeaux. Et en plus, avec les problèmes de transport dus aux grèves, moi j'ai juste eu le temps de m'échapper. Mais voilà, donc je vais essayer de faire les questions-réponses, sachant que j'interviens aussi en tant que DSI sur des expertises pas mal au niveau des tribunaux. Et j'étais d'ailleurs moi-même tout à l'heure au niveau d'un tribunal pour gérer une expertise au niveau de problématiques techniques. Donc, une problématique qui pourrait vous être posée, c'est qui est responsable en cas de perte ou de vol d'un matériel ou de données. D'accord ? Alors, l'illustration, c'est quoi ? C'est vous mettez à disposition à vos utilisateurs un ordinateur portable, le truc classique. Pourquoi ? Parce que l'ordinateur portable, c'est pratique, on l'utilise en fait au boulot, et puis comme ça, ça permet de se défausser aussi sur l'utilisateur, parce que quand il est malade, quand il doit garder les enfants, quand il doit travailler le soir, ou il doit rendre un rapport le week-end, il l'emmène et puis il continue à travailler. D'accord ? Le problème, c'est que si cet appareil
est perdu, qui en est responsable? D'accord? Donc ça pose tout un tas de problématiques juridiques. Alors, déjà, on aurait tendance à dire il y a un petit peu beaucoup de flou artistique autour de ça. Donc on a parlé de ça avec Jérôme encore tout à l'heure. Le matériel, s'il est mis à disposition de l'entreprise, donc c'est l'entreprise au prime abord qui doit en être responsable. Maintenant, normalement, notamment dans le règlement intérieur, il est spécifié que quand vous mettez du matériel à disposition des employés, les employés doivent se porter garant de la meilleure utilisation du matériel. Donc ça veut dire que par exemple, je vais vous donner un exemple que moi je subis au quotidien, et peut-être certains d'entre vous ont déjà vécu, ordinateur portable, tout neuf ou vieux, peu importe, on fait tomber une caisse de café, que ce soit au boulot, que ce soit à la maison, peu importe, c'est un usage entre guillemets non approprié de l'outil qui vous est remis. Donc on a tendance en fait sur ce genre de choses à dire c'est plutôt de la responsabilité de la personne qui l'a et non pas de l'entreprise. Et vous allez me dire, mais est-ce qu'il y a réellement une réponse? Ben non, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse juridique réellement appropriée, parce qu'il n'y a rien qui cadre ça. Il n'y a ni loi, ni jurisprudence qui va cadrer ce type d'utilisation. Donc il va falloir, derrière, trouver un compromis qui soit le plus juste et approprié à ce type de choses. Je vais passer la parole à Vincent sur les constats de non-gestion autour de la biode. Donc, maintenant qu'on a vu les risques, là on va faire un gros plan sur le fait de ne pas prendre en compte le biode. Donc, je pense que c'est assez important de voir ce qui en découle à la suite de tout ça, et bien réfléchir à l'avenir pour vos entreprises, de savoir si oui ou non on applique ou pas une stratégie biode. Donc d'un point de vue technique, dans un premier temps, donc on a identifié plusieurs points. Donc le premier point, c'est la propagation des virus. Donc je vais citer quelques exemples à chaque fois. Donc là, on se situe dans le cas où, par exemple, quelqu'un de la société vient avec son ordinateur portable, tablette ou smartphone personnel. Et au moment de le connecter sur le réseau, on remarque que l'ordinateur, enfin le média mobile n'est pas sécurisé, donc pas d'antivirus. Probablement affecté par un virus ou tout autre type de virus. Et là, à ce moment-là, on assiste à un éventuel dommage sur le réseau ou sur la partie isolée où est connecté le média. Donc, deuxième point qui va en découler, derrière, on pourra avoir une perte de données. Donc, la perte de données peut être découlante de ce problème-là. C'est déjà arrivé récemment, peut-être pour certains. Moi, j'ai connu le problème avec le virus de la gendarmerie qui nous avait infecté un ordinateur. Cet ordinateur-là avait été mis sur le réseau peut-être mal sécurisé, les droits mal administrés, et là, on accédait directement au file server. Et là, en effet, ça peut être problématique dans le cas où on a des données critiques. Troisième point, si on se situe dans le cas où on a une perte, vol ou dégradation de matériel, donc là, l'exemple qui pourrait être le plus flagrant, c'est lorsqu'on n'a pas de politique biode. Comment on fait pour sécuriser les données du média? Par exemple, si on a le smartphone d'un commercial qui s'en va avec les données ou le catalogue client ou les données financières de la société, qu'est-ce qui se passe dans le cas où on lui vole son téléphone? Donc aujourd'hui, si on n'a pas de politique de biode de mis en place, on n'est pas forcément maître de la situation, dans le sens où on ne peut pas supprimer le contenu de son média, on ne peut pas récupérer ou même, on va dire, localiser le support. Et puis dernier point, la diminution des performances en entreprise. Donc là, on va plus prendre, donc il existe deux cas possibles. Donc le premier cas, ça va être tous les équipements qui vont arriver du monde personnel, donc tous les ordinateurs portables ou tablettes, par exemple qui vont être équipés des nouveaux outils cloud type Dropbox, SkyDrive ou autres. Et là en effet, lorsqu'on va arriver en entreprise, qu'on va connecter l'ordinateur, il suffit que le client cloud soit en détection, enfin en démarrage automatique. Et là en effet, on risque de saturer notre réseau ou perturber la liaison internet. Deuxième exemple qui peut être bon, c'est donc la saturation du réseau par le biais de ces utilisations. Oui, Vincent, une petite illustration que je pourrais faire de ce type de choses, par exemple pour parler des Dropbox, puisque ce sont en fait des outils communautaires qu'on rencontre de plus en plus.
Moi, vous voyez, sur un de mes réseaux où j'ai un peu plus de 2000 utilisateurs, l'autre jour, on avait un utilisateur qui avait en fait une Dropbox sur son ordinateur Pantad Pro, qu'il utilise aussi à la maison, et qui, à lui tout seul, prenait 60% de la bande passante. D'accord ? Alors pourquoi ? Parce que le Dropbox, il était sur un site qui n'avait pas de politique particulière d'utilisation de ce type de médias, sans QS, un certain nombre de priorisations, et que derrière, il allait taper une base de données avec un fichier qui était très conséquent, et que du coup, comme il modifiait à la volée, le protocole étant non filtré, non contrôlé, eh bien, une personne occupait plus de la moitié de la bande passante, alors qu'il y avait plus de 2000 utilisateurs sur le réseau. Donc ça, vous voyez, vous avez typiquement l'illustration de qu'est-ce que la non-biode peut amener, et qu'est-ce que ça peut après créer comme problématique autour de la perte de performance, la perte de productivité et un certain nombre de choses. On donnera des illustrations, mais notamment, il ne faut pas oublier, il y a eu tout un tas d'études qui, surtout, vous avez peut-être fait vous aussi les statistiques, hein, mais qu'est-ce qui se passe dans le cadre d'une non-gestion de biode dans une entreprise, notamment en termes de filtrage d'applications, filtrage d'usage au niveau d'Internet et tout. Et c'est assez effarant, notamment quand je fais des audits et puis qu'on regarde, on peut se retrouver avec des taux de perte de travail qui peuvent aller de 10, 20, voire plus. Donc si vous prenez une entreprise moyenne où vous avez des coûts salariaux qui peuvent tout de suite aller par exemple autour des 100, 150, mettons 100 000 euros par mois, si vous avez 20% de perte derrière, ben vous avez de non-travail, vous avez 20 000 euros de non-travail, et donc c'est autant d'argent qu'on peut réutiliser dans une solution qui sera tout de suite beaucoup plus appropriée, qui vous améliorera votre productivité et qui du moins va avoir un ROI qui sera tout de suite très intéressant. Donc maintenant on va passer à l'aspect organisationnel du fait qu'on n'applique pas de stratégie biode. Donc le premier point, c'est cette fameuse différenciation entre l'aspect personnel de l'aspect professionnel. Donc nous on en a fait ressortir deux grands axes. Donc le premier axe qui est l'augmentation du temps de travail. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, on l'avait mentionné par Jérémy et par Olivier dans les exemples. Donc là c'est vraiment le cas typique du commercial ou de la personne, du salarié qui a un smartphone, une tablette personnelle ou professionnelle d'ailleurs. À partir du moment où on va être connecté par le biais du mail professionnel ou tout autre type d'application, VPN ou autre, cette personne-là va être amenée le soir par exemple ou le week-end à être notifiée de mails professionnels ou autres, et à ce moment-là va passer du temps à travailler sur des projets ou même à répondre à des mails professionnels. Et à ce moment-là, on rentre dans une sphère où le temps passé à répondre ou à travailler en dehors des heures de travail, ça va être du temps qui va être difficilement justifiable auprès de l'employeur. Deuxième point, l'augmentation du non-travail. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il suffit que la personne, là, on va se resituer en entreprise, donc sur le temps de travail. La personne qui va venir avec son smartphone personnel, qui va être configuré sur son mail perso et ses SMS et ses réseaux sociaux, et il suffira qu'elle ait des notifications de réseaux sociaux ou un mail ou un texto, et là la personne va être amenée à être distraite par ce média-là, et à ce moment-là va répondre comme tout le monde le fait, comme tout le monde peut le faire. Après ça dépend des politiques d'entreprise. Certaines entreprises sont amenées à verrouiller l'accès aux mobiles perso ou même interdire leur utilisation. Et là on a affaire à une situation où le salarié peut être distrait et perdre du temps sur son temps de travail, si ce n'est les heures de pause. Deuxième point, donc la difficulté d'intégration des prestataires. Donc là, dans le cas où il n'y a aucune solution bio déployée ou aucune stratégie, moi j'ai déjà eu affaire à ce cas d'entreprise, et c'est vrai qu'il est assez difficile aujourd'hui d'accueillir un prestataire. Souvent, donc je vais reprendre l'exemple, quand on a affaire à un projet par exemple, où par manque de temps, par manque de sous, on va faire appel à une boîte de prestations. Par manque d'aspect financier ou d'inventaire, on va pas avoir le matériel sous le coude, et on va demander à la boîte de prestations de nous fournir la main d'œuvre avec son matériel. Et ça va être très difficile d'interconnecter le matériel si on n'a pas les moyens en place pour pouvoir l'accueillir. Donc en effet, on va avoir des difficultés au niveau de l'inventaire, au niveau de la sécurisation de son poste et tout ce qui en découle. Troisième point, donc, ça va être l'impact sur l'image de l'entreprise.
Donc par le biais par exemple de ce prestataire, il suffit que le prestataire qui arrive un lundi pour travailler sur un projet qui est déjà bien lancé, il suffit que ce prestataire, on prenne 2 jours pour lui connecter son PC et puis qu'au bout de 2 jours, il n'ait toujours pas pu commencer à travailler sur le projet. En effet, l'image est un peu dégradante envers l'entreprise parce qu'on l'a quand même fait venir pour un projet, on a payé sa prestation, lui il vient pas pour rien et en effet c'est vraiment dommage pour l'entreprise de diminuer sa crédibilité par rapport à cette interconnexion. Qu'est-ce que j'aurais pu rajouter? Donc il y avait aussi le débordement sur l'impact de l'image, le débordement sur la vie privée. Là, on pouvait rajouter ce point. Donc c'était l'exemple de tout à l'heure que j'ai énoncé. Lorsque les personnes sont amenées à travailler chez eux, en effet, elles peuvent se dire c'est vrai que c'est chiant. Moi, le soir, j'ai pas forcément envie de me remettre dans le travail. Donc le téléphone, je voudrais pouvoir le couper ou le mettre en mode avion. Et donc en effet, il existe des solutions pour pouvoir pallier ce problème-là. Vincent. L'impact d'une image de l'entreprise, une chose qu'il faut par exemple voir, c'est qu'au niveau de votre entreprise, vous allez avoir, vous véhiculez une certaine image, un certain nombre d'usages et tout. Si derrière, vous n'avez pas, cette non-biode a été fait, il n'y a pas forcément, on va dire, de procédures adaptées qui permettent de tout de suite délimiter le champ opérationnel de l'intervenant, de la personne qui travaille dans la société, de la personne occasionnelle et puis de ce qu'il y a derrière. Donc l'image est vraiment tributaire des types d'outils qu'on va mettre en place derrière, et donc il faut vraiment faire un cloisonnement, on va le voir, assez précis. Donc maintenant sur les aspects humains, donc on va se répéter un peu parce qu'il y a des éléments qui sont communs sur les aspects techniques, organisationnels et humains, bien sûr. Donc là toujours le point un peu problématique, c'est l'aspect du débordement sur la vie privée. Donc je ne vais pas reprendre l'exemple, on vient d'en parler. Ouais, s'il te plaît. Moi j'ai un petit exemple sur la vie privée à vous donner. On a eu 2 plaintes coup sur coup au niveau du boulot, d'administratifs qui se sont plaints d'être envahis dans leur vie publique, leur vie personnelle. On est passé devant le tribunal à ce sujet, bon, et puis il y en a un deuxième qui a tenté derrière. Voilà. En expliquant qu'il était pollué dans sa vie personnelle par son smartphone et qu'il ne comprenait pas pourquoi il recevait, dans le cadre du téléphone qui lui a été mis à disposition, des mails à 8h du soir, à 2h du matin, le samedi matin, le dimanche. Donc voilà, il expliquait qu'il avait été très, très stressé. Je ne vais pas vous expliquer que cette personne était en conflit avec la boîte, mais vous douterez un petit peu de ça. Alors ça peut paraître légitime ou non légitime, mais on peut facilement comprendre que ce recouvrement de la vie publique et de la vie d'entreprise est très mince, et que si on n'a pas derrière, donc nous on est passé devant un tribunal administratif, et en l'occurrence il y a eu gain de cause. Voilà, pour vous dire que c'est arrivé il y a un peu plus de 3 ans, on a mis en place un certain nombre de procédures, mais la personne a gagné son procès. On a une petite perte d'image, on va dire, au moins sur le service informatique, mais on est là pour ça, entre guillemets, pour prendre nos responsabilités au sein de la structure. Mais derrière, il y a eu des dommages et intérêts, et donc des pénalités financières. Alors que si c'est bien cadré dès le départ, c'est quelque chose qui peut être, on va dire, facile à délimiter et éviter ce genre de problème. D'accord ? Donc on verra ça plutôt dans la partie solution tout à l'heure. Donc voilà, comme il vient de le dire, le deuxième point, c'est l'arrivée du point stress, donc de la part des différents salariés. Donc il se peut que cette propagation du travail sur le temps personnel peut générer un stress post-professionnel. Troisième point, donc la confusion, donc on en revient toujours au même point, bien isoler la différence entre la sphère personnelle et la sphère professionnelle. Ensuite, la non-satisfaction des employés. Donc là, ça va être plus dans le sens où, avec l'arrivée des nouvelles technologies, aujourd'hui, ça évolue assez rapidement. En effet, un salarié pourrait être mécontent dans le sens où la société ne lui propose pas non plus l'arrivée de ces nouvelles technologies. Donc pouvoir, par exemple, pour un commercial, pouvoir lui proposer un catalogue de smartphones ou de tablettes de manière à être, on va dire, dans la mode technologique. Ça pourrait être intéressant au niveau des salariés de leur proposer ce genre de choses. Et puis dernier point, donc la diminution de la productivité. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, il suffit que les médias personnels arrivent en entreprise. Si ces médias-là génèrent vraiment trop de court-circuitage par rapport au temps de travail, en effet, ça peut diminuer la productivité.
Donc pour les aspects financiers, je vais rendre la main à Olivier. Donc au niveau financier, on va voir qu'il y a un certain nombre de points qui vont impacter, qui sont issus, on va dire, des 5 P de ce que l'on a eu au départ, donc technique, organisationnel, humain et ainsi de suite. Donc au niveau des financiers, on va voir que ces pertes de données, ces pertes de matériel, bien sûr, ont une impact financier, puisque si vous n'avez pas cadré les usages de vos matériels qui sont mis à disposition ou des usages de ce qu'ils amènent dans l'entreprise, ça peut ramener à un certain nombre de litiges dont on a vraiment envie de se passer dans les sociétés et sur lesquels on n'a pas forcément envie de perdre du temps. On n'est pas là pour ça et donc il faut cadrer un petit peu tout ça. Au niveau de l'impact, l'image de l'entreprise, puisqu'on peut voir qu'une société qui n'a pas mis en place de politique de biode, au sens large du biode, la perte d'identité, la perte d'image, la perte de données va automatiquement entraîner des dommages financiers qui peuvent être relativement conséquents et donc qui vont fortement impacter la société. De la même façon, si on a du non-biode, on va dire c'est de la non-productivité. Qui dit non-productivité, dit non-travail, non-fournisson de ressources, donc diminution des gains. Et on peut constater, notamment, moi j'ai fait en interne pas mal de statistiques sur différentes structures qu'on a en gestion. On peut arriver à des deltas qui sont relativement impressionnants, tout en gardant une certaine réserve sur les données qui sont diffusées, qui peuvent aller de 10% de perte de productivité jusqu'à 50, 60, 70% derrière de non-productivité. Alors, les gens sont bien là, ils pointent le matin, voilà, mais on peut, entre guillemets, faire plein de choses pendant le boulot. On peut, je vais vous donner des petits exemples, une dame qui avait monté dans une des structures que gère une société où, vous savez, il y a un commerce florissant en ce moment, pour ne pas les citer, des Auchan Drive ou des Leclerc Drive, et qui passait les 3/4 de son temps en fait, à prendre des commandes pour des gens qu'elle avait dans son petit village et dans le hameau, et qui le soir avait monté une petite société qui faisait de la livraison en fait, de courses. Voilà. Donc elle était super opérationnelle sur sa petite société, puisque voilà, ça marchait bien. Alors voilà, c'était derrière, elle prenait les courses, elle récupérait les bons, et puis ainsi de suite. Globalement, dans la journée, sur 8 heures de boulot, elle en avait 6 heures à faire de l'internet pour d'autres choses que de la société. Alors si vous n'avez pas de biode, voilà. Alors ça c'est un exemple parmi tant d'autres, on a plein d'exemples comme ça, entre la personne qui va faire du jeu en ligne, qui va jouer à un certain nombre de choses, ou de la personne qui va faire tout un tas de trucs. On peut voir que du coup, l'informatique qui est au départ un outil qui doit vous permettre de vulgariser un certain nombre de choses, peut avoir aussi tous ses travers s'il y a de la non-biode. Au niveau financier, on va parler bien sûr aussi des problématiques liées aux indemnités judiciaires. Dans le cas par exemple de ce que je vous ai dit tout à l'heure de la personne qui avait porté plainte contre la structure, les indemnités par rapport entre guillemets au temps où il a été prouvé qu'il avait, on lui avait pollué sa vie privée et sa vie personnelle, pour les indemnités se sont montées à un peu plus de 15 000 €. D'accord ? Je peux vous dire que les 15 000 €, on aurait pu les mettre ailleurs. Et la deuxième personne qui a porté plainte, entre-temps, ça nous a permis de mettre en place un certain nombre de procédures qui nous ont permis de nous garantir là-dessus. Voilà. Je sais plus. Voilà. Voilà. Donc, je vais parler donc pour Jérôme, qui n'est pas là. Les problématiques liées à la sphère d'entreprise et à la sphère personnelle et des individus, à savoir sur les problématiques de procès, de procédures judiciaires et un certain nombre de choses. Actuellement, sur les dernières années, on a une très forte croissance de demandes liées et de plaintes qui ont été déposées sur des problématiques liées à l'IT et de la vie et de l'intrusion de l'IT. Donc, par exemple, sur les 2 dernières années, ils traitent dans les tribunaux, on va dire de chez nous, du Grand Ouest, à peu près 60 à 70% d'affaires en plus qui sont liées à l'IT, d'accord ? Par rapport à ce que c'était avant. On a toujours eu des problématiques liées à de la perte de données, de la corruption de données, un certain nombre de choses. Mais on a aussi pas mal de plaintes de personnes qui portent plainte contre leur entreprise, en disant voilà, l'entreprise a accédé à mes données personnelles, elle n'a pas le droit, et ainsi de suite. Donc là aussi, on va voir qu'il y a
des choses assez particulières. On a des droits, mais on a aussi des devoirs, à la fois du côté de l'entreprise, à la fois du côté du service informatique et à la fois de la personne qui est employée dans l'entreprise et de ses usages qu'elle pourra en avoir en interne et en externe. Donc il va falloir se poser un certain nombre de problématiques. Donc là, on va procéder à 4 petites questions qu'on va se reposer ensemble et sur lesquelles on va essayer d'apporter un certain nombre de réponses. Premier cas, dans le cadre de son travail, Monsieur X utilise son PC personnel chez ses clients. Monsieur X télécharge régulièrement sur des plateformes illégales. D'accord ? Donc c'est la personne qui a son PC perso, il l'utilise chez lui, il en fait un petit peu ce qu'il veut, il va télécharger des films, il va faire tout un tas de trucs, mais il l'utilise aussi dans le cadre de son boulot. La question c'est, la responsabilité de l'entreprise sera-t-elle engagée en cas de propagation de virus ou en cas de plainte pour téléchargement illégal sur le réseau d'un client? Donc là, la réponse, je vais vous faire une réponse, je ne suis pas avocat donc je ne peux pas la faire, mais je vais vous faire la réponse que j'ai maintes fois entendue. La réponse d'avocat, c'est de quel côté vous délimitez et où est la sphère publique, où est la sphère privée. Tout va dépendre de ce que vous avez fait au niveau de vos déclarations. On va le voir tout à l'heure dans les termes des solutions. Ce que vous avez fait en termes de règlement intérieur, en termes de charte informatique, en définissant les usages. Si vous avez laissé le flou artistique, vous n'avez rien fait, grosso modo, c'est tout pour l'entreprise et quasiment rien pour l'employé. D'accord ? Donc, on va voir que la charte informatique et tous les moyens juridiques classiques qu'on peut avoir sont des moyens qui sont très importants et très simples à mettre en place. Et c'est d'ailleurs, en cas de litige, en cas de problématique, la première chose que le juge d'instruction viendra à vous demander. Donc, définir exactement le périmètre de chacun. Donc, ça, c'est l'autre avocate qui nous l'a aussi bien répété. Bien définir où est la sphère de l'entreprise, la sphère en fait, de l'individu. Et s'il y a débordement de l'un ou de l'autre d'autre côté, c'est définir dans quel cadre on le fait, qu'est-ce qui a été fait comme accord, d'accord, signé. Hein, les paroles, je vous rappelle, partent, les actes restent. Donc qu'est-ce qui a été fait comme accord ou comme accréditation ou comme choses qui ont été délimitées. Et ça, il faut que ça soit bien sûr écrit et signé par les tierces parties. Cas numéro 2, dans le cadre de son travail, Monsieur Y utilise son PC personnel dans son entreprise. Monsieur Y installe parfois des logiciels piratés sur son PC. Question, qui est responsable des logiciels piratés installés sur le périphérique personnel de l'utilisateur lorsque celui-ci est utilisé dans l'entreprise? Et bien là aussi, c'est une problématique de comment vous avez défini les droits et les responsabilités de chacun. Quelle politique vous avez mis en place au sein de votre entreprise pour délimiter le cadre logiciel, le cadre du SI, notamment pour pouvoir déterminer est-ce que l'utilisateur a la possibilité d'installer des matériels, des logiciels. Ils sont issus d'où? Avec quel numéro de série? Est-ce qu'il a téléchargé depuis le bureau? Donc voilà, on a plein de choses qui sont à définir. Et en tout cas, il n'y a jamais de réponse à la fois tout blanc ou tout noir. D'accord? Donc, on a vraiment des droits et des devoirs, mais le tout, il faut au moins qu'il soit délimité. Le cas numéro 3, Monsieur Z est DSI, il constate une forte utilisation d'un site internet. Il s'avère que ce site correspond à un site pédophile. Question. Quelle procédure doit-on suivre lorsque l'on prend connaissance d'une utilisation illégale sur son réseau? Comment se protéger de ce type d'usage? Limite, là, vous voyez, ça c'est un cas donc, que j'ai déjà vécu 2 fois. Et c'est le cas, entre guillemets, le plus grave que je pense quasiment vous pouvez rencontrer sur vos systèmes. D'accord? On va voir qu'il y a un certain nombre d'articles et de choses que vous avez à votre disposition pour vous protéger. Mais il faut avoir une gestion qui soit très cadrée et une réponse qui soit très appropriée à faire. Typiquement, tout ce qui touche la DSI, tout ce qui va toucher le SI au sens large, est de la responsabilité de la DSI et donc de l'entreprise. Plus particulièrement, suivant le type d'entreprise, la taille de l'entreprise et tout, ça veut dire que derrière, ce sont les responsables, c'est-à-dire le directeur, peut être incriminé ou aussi embêter le président ou le conseil d'administration s'il y en a un,
et après la DSI au sens large, c'est-à-dire le DSI lui-même, plus les équipes qui ont travaillé derrière. Qu'est-ce qu'on va vous demander pour pouvoir répondre à ce type de solution? La première chose que la justice va vous demander, c'est de produire un certain nombre de documents qui cadrent, là aussi, qui fait quoi, et quels sont en fait les droits et les usages. Ça veut dire que, première chose que les juges vont vous demander, c'est déjà de produire en fait tout de suite un règlement intérieur ou un règlement d'utilisation des moyens informatiques, ce qu'on appelle communément la charte informatique. Alors attention, là c'est quelque chose, j'ai failli faire la boulette, c'est la première fois que ça m'est arrivé, et vous êtes pris entre deux choses, vous êtes pris entre deux points. Entre le fait de quelque chose qui est ce qu'on appelle de type délictueux, on va dire quelque chose qui a atteint à l'intégrité d'une personne ou à la moralité. Ça va être quelque chose, des scènes violentes, ça va être des digressions, ça va être des propos diffamatoires, ça va être des caractères violents, xénophobes, voilà. On passe en fait la série de tout ce qu'il y a. Toutes ces choses-là qui atteignent à l'intégrité de la personne sont des choses délictueuses. Mais d'un autre côté, vous êtes pris sur la problématique que vous devez respecter la présomption d'innocence et notamment vous devez préserver l'intégrité des personnes dont vous avez la charge, notamment au niveau de l'IT et un certain nombre de choses. Donc vous, votre responsabilité de DSI, de chef d'entreprise, d'un certain nombre de choses, c'est de garantir l'intégrité des gens et de ce qu'ils ont, même si, entre guillemets, vous êtes tombé sur quelque chose. Ça veut dire que derrière, il ne faut surtout pas casser la procédure juridique et fournir des éléments qui peuvent être à décharge de la procédure et donc ne pas permettre de protéger et de faire une procédure correctement. Donc, la réponse et les bons usages pour ce type d'utilisation, c'est quoi? Un, vous l'avez compris, on le verra un petit peu plus tard, c'est vraiment d'avoir un arsenal, on va dire, juridique bien fait, c'est-à-dire avec un règlement intérieur, une charte informatique, un certain nombre de choses qui soient correctement rédigées, où on délimite qui doit faire quoi, dans quel cadre, comment, et ainsi de suite. Deuxième chose, ça va être après, pour ne pas casser la procédure, on aurait tendance à dire, moi la première chose, que si je tombe sur un truc comme ça, mettons que ça soit très très grave, c'est d'aller voir sa direction, d'aller voir les collègues, et puis on dit, hop là, on top le mec, hop, on appelle les flics, on va le prendre entre quatre yeux, et ainsi de suite. Attention, vous n'êtes pas la justice, les gendarmes ne sont pas non plus la justice, on est là pour la faire appliquer dans un cadre bien particulier. Alors la recommandation qui a été, entre guillemets, que je pourrais vous donner, et qui est plus ou moins donnée derrière, c'est que, entre guillemets, on va essayer de prendre un certain nombre de mesures conservatoires. Alors les mesures conservatoires, c'est on doit faire en sorte d'interdire l'utilisation ou l'accès à la ressource de façon à ce qu'il ne la fasse pas disparaître, et c'est aussi de façon à ce que personne puisse interférer sur l'objet en fait de la plainte. Donc c'est soit vous fermez le bureau pour une raison X ou Y, soit vous mettez l'ordinateur en panne, soit carrément vous consignez en fait la personne, enfin voilà. Mais attention, la barrière est très proche entre j'accuse la personne, je dois la protéger et ainsi de suite. Donc il faut le faire le plus discrètement possible. Ensuite, après, il faut déposer une plainte auprès d'une instance type gendarmerie, et ainsi de suite. Donc vous déposez une plainte ou une main courante, et à ce moment-là, c'est la gendarmerie ou la police qui va, à ce moment-là, saisir la justice, et donc le juge, lui, va prononcer en fait un acte d'accusation qui permettra à la justice donc de, elle, mettre les procédures, mais c'est elle qui est souveraine et qui va prendre donc toutes les procédures pour pouvoir déléguer et mettre en place les bonnes pratiques pour pouvoir faire la procédure. Alors après, vous êtes normalement, on va dire, réquisitionné pour pouvoir faire ce genre d'opération, mais en aucun cas, c'est à vous de le faire de votre propre chef et ainsi de suite. Même si on voudrait étouffer l'affaire et tout. J'ai malheureusement des exemples, parce que ce sont des fois des choses qui peuvent arriver dans les entreprises, ou parce qu'on a voulu protéger les personnes, protéger l'entreprise, protéger son image et tout, on a voulu étouffer l'affaire, et puis derrière, une semaine, un mois ou des années après, ça se retourne contre l'entreprise, et là, entre guillemets, on va dire c'est tout le monde qui saute, parce que ce genre de choses, ça laisse toujours des traces. Donc, on voit que la procédure doit être relativement bien définie,
et doit avoir un champ opérationnel qui doit être très, très restreint. Cas numéro 4, Monsieur T donc, utilise son smartphone personnel dans l'entreprise. Certains mois, Monsieur T dépasse son forfait data. Qui est responsable en cas de dépassement du forfait mobile? Le salarié peut-il demander un dédommagement financier de son forfait, de son hors forfait, et le salarié est-il tenu de choisir un forfait adapté à ses usages personnels et professionnels? Ben là aussi, tout dépend en fait de qu'est-ce que vous avez fait ou qu'est-ce que vous avez non fait. Si vous n'avez rien écrit, et on va le voir tout à l'heure, la non-biote sur certaines choses peut être aussi une réponse. D'accord? Si vous n'avez rien fait, c'est-à-dire vous ne cadrez rien, et si vous ne cadrez rien, entre guillemets, il ne peut rien vous demander. Si vous le cadrez trop et si vous donnez trop de choses, c'est aussi des éléments qui vont permettre à la personne d'après vous demander. Alors, est-ce que c'est gênant que derrière on cadre les usages d'un outil qui vient de l'extérieur pour le mettre à l'intérieur, quitte à ce que derrière on ait quelques compensations financières à définir, ou est-ce qu'entre guillemets on peut tout laisser faire et derrière on peut avoir des sanctions qui peuvent être beaucoup plus lourdes. Donc là aussi je ferai une réponse comme le ferait un avocat. Il n'y a pas réellement de réponse toute faite. Il va falloir que vous trouviez un juste milieu entre les déclarations adéquates, entre qui doit faire quoi, comment, et ainsi de suite. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui doit être au moins cadré ou au moins abordé auprès de ses employés pour pouvoir bien définir dans quel cadre et pourquoi on va le faire. Donc, vous voyez, on a fait un certain nombre en fait, de tours autour de la non-biode. Et donc là, je vais citer une phrase. Donc, les DSI ont un nouveau rôle à jouer et voici les clés pour aborder sereinement le ou la biode et en tirer le meilleur profit. Donc ça, c'est une phrase qui a été dite par la DSI de Microsoft et donc sur lequel il y a pas mal de choses qui sont en train d'être faites actuellement au sein de Microsoft et donc de la société Osiatis. Je me retrouve à beaucoup parler. Alors, je vais parler là aussi pour Jérôme, donc sur des questions juridiques. Vous voyez ici, là maintenant, nous sommes maintenant dans les solutions et donc on va voir un petit peu l'arsenal de ce qu'il faut mettre en place et ce que l'on se doit de faire pour apporter un certain nombre de réponses adéquates. Premièrement, comme je le disais, c'est une charte informatique et ou un règlement intérieur qui sont la première chose que l'on va vous demander. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre dans cette charte informatique et ce règlement intérieur ? Alors, vous avez un certain nombre en fait, de textes, de lois à rappeler, qui permettent de cadrer très facilement. Alors, vous allez les retrouver notamment une partie dans les livrets. Ce sont, on va dire, premier texte qui a cadré ce qui était un petit peu l'IT en France. Donc, c'était la loi du 5 janvier 1978 de la CNIL. Après, ce sont en fait tout un tas de lois, notamment la loi qu'on a appelée la loi Sarkozy en 2002, qui était la loi sur qui doit faire quoi dans la vie publique. Après, on a eu la loi terroriste de 2004, on a eu la loi terroriste de janvier 2006, on a eu la loi européenne sur le terrorisme en 2006. Donc ça, vous allez en retrouver sur le livret et on va voir qu'en effet, il y a pas mal de textes de loi à rappeler au niveau du règlement intérieur et de la charte informatique. Si votre société est relativement conséquente, il va falloir que cette loi soit validée, ou si elle est moins conséquente, par différentes instances, de façon à impliquer, responsabiliser, et qu'on ne dise pas, vous avez fait un règlement intérieur ou une charte informatique, mais elle n'a été approuvée par personne, elle n'a été validée par personne, et en tout cas, elle n'a été pas diffusée et elle n'a pas été communément acquise. Donc, dans un monde idéal, ok, on voudrait que toutes les personnes qui vont utiliser votre SI prennent connaissance de cette charte ou de ce règlement intérieur, la lisent et la signent. D'accord ? Autant vous dire, ça je pense que la plupart vous avez déjà essayé de le faire, c'est quasiment impossible techniquement à faire. Juridiquement, ce qu'on va vous demander, c'est d'avoir mis en place un certain nombre de mesures conservatoires et d'en avertir les personnes qui travaillent pour vous. Donc, notamment, une des choses qu'on va pouvoir faire, c'est le faire signer par les responsables syndicaux, par le syndicat, s'il y en a un. On peut le faire par les délégués du personnel. Ensuite,
si vous avez un CA, il faudra passer une délibération. Cette délibération doit être votée et admise au niveau du CA ou du CE, suivant ce que vous avez dans l'entreprise. Autre chose qui peut être communément faite, vous savez que dans les entreprises, réglementairement, on doit avoir des espaces d'affichage public. Donc vous savez, c'est l'espèce de petits tableaux en peau de bouchon qu'on a le long du mur. Donc on est à côté de la cafette ou d'un truc comme ça, où on met le CE, le rendez-vous pour le pique-nique ou des trucs comme ça. En tout cas là-dessus, il est fortement important de mettre le règlement intérieur, et ça vous couvre un certain nombre de choses, puisque au niveau des textes de loi, ce sont en fait des règlements qui datent déjà depuis l'époque napoléonienne et qui n'ont jamais été révoqués. Tout affichage qui est sur cet espace public et à la visibilité de tout le monde, et donc doit être entre guillemets à la connaissance de tout le monde. Ils peuvent entre guillemets être aussi totalement ignorés, on est bien d'accord. Et après, c'est de faire signer un certain nombre et un maximum de ces documents et d'en garder la preuve, de les parapher et de le garder un certain nombre de personnes. Alors vous voyez par exemple, moi dans les structures que je gère, au niveau en fait de la DRH, dans la procédure d'embauche de quelqu'un, que ce soit de façon CDD, CDI, d'un stagiaire et ainsi de suite, systématiquement, on fait signer le règlement intérieur, la charte informatique, on le consigne dans un fichier, dans un truc papier, vous le scannez ou vous le scannez pas, mais en tout cas, c'est mis dans un endroit et on peut le garder et le conserver. Quelque chose qui est bien souvent totalement oublié par la plupart d'entre vous, c'est les déclarations à la CNIL. Vous ne devez pas oublier que vous devez faire un certain nombre de déclarations auprès de la CNIL, notamment en termes de fichiers, en termes d'un certain nombre de contenus, de données que vous devez avoir. Alors, autant il y a quelques années, on pouvait avoir des excuses en disant les fichiers de la CNIL, c'est très compliqué, c'est du juridique, c'est très procédurier, très administratif, c'est pas mon boulot et puis j'y comprends rien du tout. Autant en fait, la CNIL a complètement simplifié la procédure. Alors, on vous a mis dans le livret un petit exemple de qu'est-ce que sont les déclarations CNIL, comment on doit le faire, et ainsi de suite. Donc, vous allez sur le site de la CNIL.fr. Là, vous définissez, est-ce que je suis un déclarant ou est-ce que je suis un consultant? Est-ce que je suis une entreprise? Si je suis une entreprise, dans quel cadre je suis dans l'entreprise? Et là, vous avez très facilement listé tout ce que vous devez faire par catégorie d'entreprise. D'accord? Donc, vous allez de 2 à 10 déclarations en 1h30, 2 heures, c'est très facilement fait et ça ne demande pas du tout de compétences juridiques. Après, vous l'imprimez, vous le consignez sous papier, sous fichier numérique, ce que vous voulez. En tout cas, c'est fait et c'est quelque chose qui sera systématiquement aussi consulté par les pouvoirs juridiques et judiciaires dans le cadre d'un litige sur les choses qui pourraient vous être demandées. D'accord ? L'intérêt de faire toutes ces déclarations juridiques, c'est bien sûr de prendre des éléments qui puissent être à charge ou à décharge des éléments. L'idée étant que plus on a d'éléments pour l'entreprise pour cadrer qui fait quoi, plus entre guillemets ça va nous permettre de nous dédouaner en cas de non-fonctionnalité ou de non-suivi de ce qui avait été délimité dans la charte informatique. D'accord ? Ou les usages ou le règlement intérieur. Les aspects financiers. On peut voir qu'en termes de solutions, la biode, ça va nous permettre notamment une très forte économie sur l'achat du matériel. Puisque du coup, le matériel, c'est plus forcément l'entreprise qui l'achète, d'accord ? C'est du matériel qui est acheté par la personne et qui l'amène dans l'entreprise dans le cadre de son usage. Donc premièrement, c'est une économie ainsi sur l'économie de l'achat du terminal. Et ce qu'on malheureusement on peut constater, c'est que la durée de vie d'un ordinateur qui est acheté par la personne et la durée d'un ordinateur qui est mis à disposition à une personne n'est pas du tout la même. Alors, on peut y voir plein d'explications. Une des premières explications, c'est que quand la personne l'achète, elle a tendance à faire tout de suite beaucoup plus attention. Et quand elle achète, elle a tendance à prendre ce qui lui plaît. Elle prend plutôt un PC, l'autre elle va prendre plutôt un Mac, l'autre elle va prendre plutôt ce qui lui correspond. Est-ce qu'elle a envie? La couleur. Et à la rigueur, peu importe si elle vient avec un portable rose et puis un truc translucide, qu'elle vienne avec un 18 pouces ou un 11 pouces, c'est son problème, c'est elle qui va travailler avec. Et c'est pas nous.
Les solutions, c'est éventuellement, pour cadrer et ne pas partir dans l'exemple que je veux donner, c'est-à-dire X appareils dans toutes les formes qu'on peut envisager, hein, donc qui vont du PC, de la tablette, du PC fixe, du téléphone, parce qu'après tout, pourquoi pas, on pourrait très bien avoir quelqu'un qui va envoyer ses mails au boulot, qui fait 5 heures de mail et qui va le faire par son smartphone. Hein. Donc c'est un moment de financer des matériels approuvés. Alors ça, c'est quelque chose qu'on rencontre, qui est présent depuis très longtemps dans un certain nombre d'entreprises anglo-saxonnes, qui est de plus en plus présent dans un certain nombre d'entreprises françaises. C'est très présent dans des très grosses entreprises et ça allait de plus en plus dans des petites entreprises. Pourquoi ? Parce que, vous savez, dans une entreprise, on a la partie financement, on a la partie, on va dire, investissement et fonctionnement. Et une entreprise qui va mettre à profit, qui va mettre à disposition du matériel, elle va, entre guillemets, pouvoir le défalquer de son budget. C'est une charge qu'elle aura pris à la société, qu'elle met à disposition de son personnel. Donc, l'un dans l'autre, si elle calcule bien son coût, c'est, entre guillemets, un non-coût. D'accord ? L'autre avantage, c'est qu'elle met à disposition du matériel qu'elle a approuvé dans le cadre de sa politique des systèmes d'information, de ses usages, donc par rapport à un certain nombre d'usages bien précis. Et du coup, puisque c'est les gens qui vont l'acheter avec un budget qui leur a été mis à disposition, c'est valorisant. C'est valorisant pour l'entreprise, c'est valorisant pour la personne qui tout de suite a un gain de confiance, qui dit « Ah, ben tiens, c'est sympa, on donne du matériel ». Alors attention par contre après au travers, notamment les inégalités, pourquoi lui il a ça, pourquoi moi j'en ai pas, et ainsi de suite. Bon, ça c'est tous les travers qu'on peut retrouver à la fois dans la société civile et à la société de l'entreprise. En tout cas, on va voir qu'on va pouvoir financer des matériels approuvés ou tout simplement donner du matériel, donner une subvention pour du matériel à hauteur par exemple de 500, 1000 euros, 1500 euros à l'année, et après les cadres dirigeants, les commerciaux et ainsi de suite prennent à leur charge, on va dire, un matériel totalement et le gèrent. Donc là, ne se pose plus de problème, je casse le matériel, c'est pas l'entreprise, c'est sa responsabilité, son assurance, et ainsi de suite. Vous pouvez voir ici, on a un petit schéma qui est relativement très intéressant. Donc, c'est une source d'image qui vient de Solucom 2012, qui permet en fait de définir l'impact du biode sur les TCO d'un équipement, un équipement qui aura été fourni, qui permettra de rentrer de la vie privée dans l'entreprise. On peut voir que notamment, si c'est subventionné, ça a un coût pour l'entreprise et ça va bien être impacté ici. Par contre, le côté vert, ça c'est tout le côté individuel, ça veut dire qu'une grosse partie du support n'est non plus supportée par la société, mais du coup est à la personne. On sait très bien que plus de la moitié des problématiques du support et du helpdesk dans les entreprises sont en fait aussi la non-volonté à vouloir chercher la raison ou chercher la problématique. Alors c'est quoi ? C'est quelqu'un qui appelle le support pour dire voilà, j'ai une recherche à faire dans mon tableau Excel, je suis bloqué, et ainsi de suite. La plupart du temps, si on creuse un petit peu le truc, on sait très bien que c'est pas du tout vrai, c'est plutôt en fait parce que c'est tellement facile d'appeler le support et d'appeler en fait l'IT pour leur poser la question. Eux, c'est leur métier, ils vont tout de suite nous trouver, ils vont dire voilà, je cherche un truc, il va me dire tout de suite c'est une recherche V, j'ai 4 arguments dedans et je vais trouver la réponse. Ouais, sauf que ça, on infantilise avec le support nos usagers et automatiquement les usagers ont tendance à pas chercher leur réponse et tout de suite vont la trouver. En leur donnant en fait le matériel et en leur mettant à disposition, automatiquement on les responsabilise et le support est de facto diminué. Au niveau des logiciels, ils en ont la gestion, ils en ont aussi la responsabilité, ils ont un certain nombre de choses. Donc ça veut dire qu'on leur donne une subvention pour acheter un matériel avec des choses comme ça, mais derrière ils ont aussi du coup le coût des licences et de tout ce qu'ils vont en installer dessus. D'accord ? L'équipement, vous mettez à disposition un iPad, la personne elle va vouloir la petite sacoche qui va bien. Avec la sacoche en cuir, l'autre ça va être le truc rigolo et ainsi de suite. Il faut acheter un stylet. Ah ouais, mais moi je sais pas travailler sur l'iPad alors que ça devait être totalement un pad. Il va falloir que vous m'achetiez un clavier Bluetooth. Et comme ça on se rend compte que normalement dans un usage classique, la personne elle se met à multiplier parce que c'est facile, c'est la société, on va demander quelque chose à la société et la société va financer. En se déportant en fait comme ça et en se dédouanant d'un certain nombre de responsabilités, un certain nombre de budgets, du coup,
la personne se trouve responsabilisée et on constate automatiquement que la personne, puisqu'elle a un budget par rapport à son IT et à ses achats, automatiquement, elle ne demande plus tous ces accessoires qu'elle avait tendance à demander avant. Et puis, entre guillemets, c'est un dû. C'est-à-dire que j'ai un budget pour tant pour du matériel, mon matériel il est amorti sur 3 ans, ben, tous les 3 ans, il faut que vous me changez mon ordinateur. Ben non, là on voit que du coup l'efficience du matériel qui est mis à disposition des usagers, il est bien meilleur. Et on peut, notamment quand on fait le TCO, je vous rappelle le Total Cost of Ownership, le coût total de possession, il est tout de suite grandement amélioré. On n'a pas pu vous mettre tous les graphiques et ainsi de suite, mais votre TCO va être considérablement amélioré dans ce type de situation. Avec le BIOD, nouvelle petite citation, le coût de l'utilisation est porté sur l'utilisateur. Donc c'est une citation de Jean-Louis Tillier de chez Cisco. Jérémy ? Alors, maintenant les solutions humaines, ben, comme le disait tout à l'heure Olivier, ça va être de communiquer, d'informer, par exemple par le panneau d'affichage de l'entreprise, d'expliquer lors d'une réunion bien posée les limites, les règles, et également de former les utilisateurs, les salariés, à cette nouvelle stratégie qu'aura mis l'entreprise en place. Voilà, donc ça c'est pour la partie humaine. Ensuite, pour la partie organisationnelle, donc par exemple ça va être la gestion de plage horaire. Je prends le cas typique de la messagerie. On pourrait très bien imaginer couper la messagerie, l'accès à la messagerie à partir de 20h. Comme ça, plus de problème. Le salarié ne reçoit pas de message en dehors de son travail, donc est, on va dire, protégé de cette partie-là. Donc une petite réponse, une petite précision par rapport à ça. Donc une des réponses qu'on a apportées en termes de technique par rapport à ça et des plaintes qu'on avait eues précédemment. On a défini en fait des heures, on va dire les heures de travail, qui sont les heures, on va dire normales, entre 8h et 19h. Et au niveau du service de messagerie, je ne vous parle pas de toutes les mails qu'on reçoit à côté de ça, inutiles. Donc tout ce qui est de mails particuliers à l'entreprise et dans le cadre de l'entreprise ne peuvent être envoyés aux personnes qui ont fait la messagerie d'entreprise qu'entre 8h du matin et 19h le soir. Et du lundi au vendredi, on va dire pendant les jours de travail, les jours ouvrés. Donc c'est facile à définir. Donc avec des outils de messagerie classiques et modernes comme on peut les avoir maintenant, que ce soit du Exchange ou du Lotus, c'est des choses qui sont très faciles à mettre en place. Et en tout cas, ça permet d'éviter un certain nombre de dérives et de problématiques derrière. Par contre, après, vous allez me dire, du coup, c'est qu'on a des utilisateurs après qui disent, moi, je voudrais quand même recevoir mes mails professionnels pour continuer à travailler le soir, à travailler le week-end, en vacances, si je suis malade, et ainsi de suite. C'est un non-problème, parce que si ces gens sont dans ce cas-là, on demande à ce moment-là qu'ils nous fassent un écrit. Donc on a un formulaire type, où ce sont les personnes qui viennent vers nous, qui nous font un formulaire en demandant d'ouvrir pour leur usage leur boîte, à ce moment-là, d'avoir une plage plus étendue, complètement étendue. Mais à ce moment-là, la démarche vient d'eux, et en aucun cas, tant que ça va bien, il n'y aura pas de problème. Mais s'ils venaient un jour à nous dire, voilà, vous êtes venus polluer ma sphère privée et un certain nombre de choses, vous ressortez le petit document en spécifiant que ce sont eux qui sont venus vers nous en demandant en fait cet usage-là. Oui, en fait, comme le disait Olivier, ça permet avec des solutions simples, on peut régler des problématiques du BIOD. Voilà. Gestion des plages horaires, lorsqu'on a un système comme les systèmes cités par Olivier, on peut le faire très simplement. Voilà. Ensuite, définir les différentes sphères, donc ça on l'a répété plusieurs fois ce soir, définir les différentes sphères, prévenir les salariés de l'usage qu'ils doivent faire de ces différents outils, cadrer les usages. Troisième point, définition des quotas. Donc ça peut être notamment lors de l'utilisation des Dropbox, SkyDrive, etc. On peut éventuellement définir des quotas pour l'accès à ces outils. On peut se dire, tiens, tout ce qui est SkyDrive ou même des sites sociaux, par exemple comme Facebook, utiliseront maximum 5% de notre bande passante.
comme ça, on n'interdit pas l'accès, mais on définit quand même une QoS pour favoriser l'accès à Internet pour les vrais usages de l'entreprise. Alors, il y a une petite problématique, petite précision à apporter par rapport à ça. Donc la plupart, je suppose que vous avez des outils de firewall, de proxy pare-feu au sein de vos sociétés, où vous allez utiliser des solutions où on va avoir une blacklist, une whitelist, on va avoir un certain nombre de choses qui vont nous protéger, qui vont pouvoir délimiter le champ opérationnel en termes d'accès VPN, et ainsi de suite. Le problème, c'est qu'à un moment d'avoir une gestion, c'est soit je ferme tout, soit j'ouvre tout, et ainsi de suite. Il n'y a pas, entre guillemets, de politique qui est d'ouverture de porte avec le vigile qui est devant, et ça, c'est difficile à automatiser. Il y a une nouvelle génération, on va dire, de matériel et de pare-feu qui est encore très peu répandue, parce que, déjà, très récente et très coûteuse, enfin, qui était jusqu'à présent très coûteuse, on pourra en parler après. Il y a un certain nombre d'acteurs du marché qui viennent actuellement et qui proposent des solutions très innovantes à des prix qui deviennent un petit peu... on ne sait pas d'où ça sort, mais en tout cas, c'est là. Et c'est ce qu'on va... Alors, pour ceux qui sont un petit peu fadas de réseau, je vais vous donner une petite précision. C'est ce qu'on appelle je vais vous faire grincer, c'est la 8e couche du modèle OSI. On est bien d'accord, il y a 7 couches au modèle OSI. Hein. C'est une 8e couche qui a été inventée, c'est-à-dire une couche utilisateur. C'est-à-dire comment on peut faire rentrer l'utilisateur dans l'entreprise et le pouvoir complètement le filtrer, avec notamment ces problématiques de jour, de plage horaire, d'usage. Est-ce qu'on va filtrer par exemple le MP3 Est-ce qu'on va filtrer les DivX et un certain nombre de choses? Alors la réponse qu'on peut apporter, c'est qu'avec ces outils de proxy firewall moderne, avec cette couche 8, donc la couche utilisateur, on va pouvoir faire quelque chose de très judicieux, ce que moi par exemple j'ai mis en place dans mes différentes structures. Vous avez compris qu'il faut cadrer. Un des problèmes par contre, c'est que il y a une loi qui dit que normalement vous devez mettre à disposition à vos usagers les outils pour qu'ils fassent correctement leur boulot. Alors, est-ce qu'on peut réellement dire je t'interdis la Dropbox et ainsi de suite? Ben, c'est un petit peu délicat. Parce que si vous interdissez la Dropbox, la personne peut par exemple derrière, je prends Dropbox, hein, ça pourrait être Mesh ou un autre truc, c'est pareil. Hein. Il pourrait dire, ben oui, mais moi c'est mon usage, avec ça je travaille, il y a un certain nombre de trucs, et ça, moi en me filtrant et en me bloquant ça, et bien derrière, moi ça veut dire que derrière je ne peux pas correctement travailler. Alors j'ai notamment la grande phrase en ce moment, c'est j'ai énormément d'usagers, alors je ne savais pas, mais j'ai découvert ça, qui ne travaillent en fait par l'échange de fichiers que par du Facebook. Alors Facebook, moi je connaissais par les échanges de toutes les conneries, voilà je suis en week-end, y a mon chien qui est malade, il y a l'autre qui est tombé du cerisier et ainsi de suite, quoi. Mais j'ai découvert aussi qu'on pouvait envoyer des fichiers, et notamment dans des générations plus jeunes que la mienne, où certaines personnes, Facebook devient une extension complètement de leur vie, c'est-à-dire que s'ils n'écrivent pas dans Facebook tout ce qu'ils ont fait du matin au soir, ils ne savent rien faire d'autre. D'accord ? Ça va jusqu'à l'envoi des fichiers et tout ce qu'il y a de travail derrière les fichiers. Sauf que moi, ça pose plein de problématiques Facebook au niveau des usages au quotidien dans l'entreprise, de l'image, des fuites de données et ainsi de suite. Alors, il y a une solution qui est pratique avec ce type d'outil, c'est qu'en termes de solution, vous pouvez aussi, soit vous interdisez, donc là il n'y a pas de problème, mais vous pouvez le dire comme Jérémy l'a dit, mettre de la QoS, donc la quality of service, c'est dire que j'interdis pas, mais si j'ai par exemple 2 mégas de bande passante, je vais lui laisser 100 kilooctets de bande passante pour cet usage-là, entre 8h30 et 17h30. Je ne l'interdis pas, mais je vais faire en sorte de le décourager. D'accord ? Ou je vais faire en sorte de dire, c'est pas de priorisation au niveau du boulot, je ne vais pas diminuer ma productivité d'entreprise pour ces usages-là, je vais privilégier un certain nombre de choses, et ça vous pouvez même l'écrire dans votre truc. Alors je vous conseille de rien écrire, moins on laisse d'écrit sur ce truc-là, mieux c'est. Mais en tout cas, on a maintenant ces outils qui nous permettent de faire une gestion très fine par rapport à différentes choses. Alors vous voyez par exemple, moi tout ce qui est Facebook, tous ces social et ainsi de suite, il a été décidé que entre 8h30 et 12h30, et ensuite entre 13h30 et 17h30, on va dire les heures de travail, on mettait une QoS où ils ont 5% en fait de la bande totale, la bande passante totale. D'accord ? Donc moi ça veut dire que tous ces usages-là, ils ne m'impactent pas par rapport aux usages professionnels. Par contre, en termes d'image et d'un certain nombre de choses que je mets à disposition, je peux estimer entre midi et demi et 13h15 qui sont, on va dire, des heures où normalement les gens ils vont déjeuner, ou ils prennent une pause ou un certain nombre de choses.
on n'est pas sur des heures normalement qui sont normalement travaillées. Donc ça veut dire que la personne, j'accepte qu'elle puisse aller consulter son site de banque, qu'elle puisse aller envoyer un petit truc Facebook à sa copine qui est à l'autre bout du monde ou n'importe quoi. Voilà. Je ne contrôlerai pas complètement le contenu, mais en tout cas, je ne vais pas perdre d'image et je ne vais pas dérouter complètement l'usage que je pourrais en faire. D'accord ? Donc ça, c'est un petit peu des nouveautés. On n'a pas 36 000 produits qui font ça. Il y a actuellement 4 produits sur le marché qui permettent de faire ça. Des solutions soit matérielles, soit logicielles, donc des solutions d'UTM qui permettent de faire ça. Et en tout cas, je peux vous garantir, ça apporte une très 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 grosse nouveauté au niveau du réseau et du système au quotidien. Qu'on soit sur des petites, moyennes et grandes structures, ça nous permet considérablement d'améliorer l'image, la productivité et les gains au niveau général de l'IT. Merci Olivier. Donc la partie organisationnelle effectivement déborde un peu sur la partie technique, notamment pour la définition des accès. Définition des accès, ça va être par exemple, un prestataire arrive à l'entreprise, comment je fais pour qu'il accède au réseau. Donc ça pourrait être une démarche, j'arrive, je me présente au service informatique, je déclare mon poste, etc. Et comme ça, le service informatique autorise le PC à se connecter au réseau. En clair, tant qu'il n'est pas passé entre les mains du service informatique, il ne peut pas être connecté au réseau. S'il est vraiment connecté physiquement avec un câble, ça ne fonctionne pas. Ça fonctionnera pas. Voilà, donc ça c'est entre de l'organisationnel et de la technique. Il y a également, dans la définition des accès, les accès VPN par exemple. Est-ce que j'autorise mes utilisateurs à se connecter le soir depuis chez eux ou depuis chez un client, etc. À l'entreprise pour qu'ils accèdent aux données. Voilà. Donc ça peut être une politique à amener. Ça peut être le Wi-Fi tout simplement aussi. Hein. Est-ce que je fais du filtrage MAC par exemple pour autoriser uniquement les terminaux identifiés à se connecter sur le Wi-Fi de l'entreprise? Est-ce que j'autorise tous les terminaux à se connecter, donc je ne fais aucun filtrage, il suffit de connaître la petite clé qui va bien, il suffit qu'elle soit simple, parce que dans beaucoup d'entreprises, on peut voir qu'on a des clés Wi-Fi assez mémotechniques, assez simples à utiliser, donc bon, on va en profiter, la clé va tourner, tout le monde peut connecter ses terminaux, donc là l'idée c'est vraiment de définir les accès Wi-Fi. Et dernier point, les stratégies alternatives qui sont le SIOD et le COP. Donc le SIOD, ça va permettre de proposer en fait aux salariés un catalogue produit. Et ensuite, donc, il va choisir son produit et l'entreprise va acheter le produit. Voilà. Donc là, on n'est pas dans du BIOD, on est plus sur une alternative. Donc un catalogue proposé par l'entreprise et financé par l'entreprise. Ensuite, le COP, c'est pratiquement la même chose. C'est un catalogue qui est proposé aux salariés, donc avec les différents terminaux, on va dire, supportés. Mais par contre, là, c'est bien le salarié qui va l'acheter. Voilà. Mais au moins, il est au courant que, tiens, si tu veux acheter ce téléphone, il ne fonctionnera pas. Celui-là, il fonctionnera avec le réseau. Tu seras autorisé à accéder aux données de l'entreprise si tu achètes un de ces terminaux. Maintenant, les solutions techniques. Alors, qu'on a séparé en 3 catégories. Premièrement, gérer l'accès aux données. Donc là, on va voir en détail sur les slides suivantes le VDI. Donc VDI, plus communément appelé le bureau à distance ou le serveur TSE. Donc là, ça peut être une des solutions clés techniques à apporter par rapport au BIOD. Ensuite, deuxième point, le silo. Le silo qui est une séparation applicative des données privées et personnelles. On va le voir tout à l'heure, il y a un schéma sur la deuxième slide qui suit, qui va bien expliquer et illustrer ce mode de fonctionnement. Troisième point, ça va être le cloud. Donc par exemple l'hébergement des données, l'hébergement d'infrastructures informatiques, bon voilà, pourquoi pas, c'est des idées de solutions. Deuxième point, la sécurisation de son réseau, donc on en parlait tout à l'heure, la QoS, par exemple pour les outils Dropbox, Facebook, etc. Deuxième point, proxy, firewall, portail captif, donc notamment avec ces outils
on peut identifier les utilisateurs de notre réseau et enregistrer les logs de leur connexion Internet. Donc ça, on sait que c'est Alors, Olivier. Notamment une petite précision qu'on peut avoir là-dessus, c'est que les nouveaux équipements que je vous parlais de Proxy Firewall, la plupart aussi intègrent la possibilité de mettre en place un portail captif qui soit intégré, soit couplable derrière la solution, qui permet de faire du SSO, Single Sign-On, c'est-à-dire l'authentification unique. Donc on vient déporter un petit peu des solutions comme on a pu le voir ici avec du SaaS ou du IaaS, où on va avoir un portail applicatif, un portail de fonctionnalités, et on va pouvoir tout de suite lier ça à l'utilisateur, puisque l'utilisateur sera la clé en fait de voûte du système. Ce sera lui qui sera contrôlé et qui aura des contrôles en fonction de son, on va dire, sa GPO, de son usage, de son placement en fait dans l'annuaire de l'entreprise. D'accord ? Donc des solutions qui avant étaient complètement indépendantes les unes des autres et pas forcément très facilement alliées, maintenant qui sont du all-in-one et qui peuvent être complètement interfacées dans un seul produit. Et ce que je voulais dire tout à l'heure par rapport proxy, firewall, portail captif, c'est que maintenant la loi nous oblige à conserver les logs de connexion Internet. Et ça peut être justement une réponse à apporter si vous avez une utilisation, bon, effectivement c'est un cas extrême, illégal comme la visite d'un site pédophile, ça permet au moins de remonter vers l'utilisateur qui est concerné. Sinon, auquel cas c'est l'entreprise qui serait responsable de cette connexion. Par rapport à ce petit truc, une petite précision là encore, ces logs, c'est une obligation qui apparaît d'ailleurs dans plusieurs textes, qui apparaît notamment dans le texte non pas simplifié mais complet autour par exemple de la loi terroriste et un certain nombre de choses. Vous devez garder au minimum un an de log avec qui a fait quoi. D'accord ? Alors, on ne va pas reprocher à une personne parce qu'elle a été je sais pas moi, sur un site qui fabrique des explosifs et puis qu'elle y est tombée malheureusement par hasard, elle y est restée 30 secondes ou 2 minutes, d'accord ? Par contre, on pourra lui reprocher s'il y est resté 3 heures et qu'il a eu une consultation, on va dire une vraie consultation, d'accord ? Donc il faut avoir un certain nombre de logs, mais non pas des logs où on a une IP et derrière on ne sait pas qui y a derrière, ou une adresse MAC, on sait, hop, le poste il a été mis, il a été bougé, c'est Riri qu'il a eu, après c'est Toto qu'il a eu, non. Il faut avoir quelque chose qui soit très précis. Attention, le cadre par rapport aussi à ces logs, il ne doit pas être donné comme ça. C'est pas la première affaire. Déjà, vous ne la remettez pas à la gendarmerie ou à la police. Elle vous est remise sous, elle doit être remise sous sa forme numérique ou papier ou ce que vous voulez, mais elle doit être mise suite à l'instruction par le procureur de la République d'une plainte officielle. Et c'est pas vous, de votre propre chef, qui doit le donner à votre patron ou aux gendarmes, ou trucs comme ça. C'est parce qu'il y a eu une procédure judiciaire qu'à ce moment-là, vous devez le produire. Alors, en France, on peut encore le faire comme ça. Le service informatique a encore le pouvoir d'aller voir qui fait quoi et ainsi de suite. Vous avez un certain nombre de pays, notamment par exemple comme aux États-Unis, où maintenant ils passent par des sociétés tierces qui sont habilitées, qui recueillent en fait tous vos syslogs et un certain nombre de choses, et qui, parce que quand il y a une procédure qui est levée, eux ont entre guillemets les accréditations qui permettent de les donner à la justice compétente pour pouvoir faire la procédure administrative qui est derrière. D'accord ? Donc faites bien attention notamment au niveau de ces logs, il faut les avoir, il faut qu'ils soient le plus précis possible, mais il faut aussi les donner dans les bonnes formes et les bons usages. Troisième point, la définition d'une politique d'accès, donc j'en ai parlé juste avant, donc l'accès physique, Ethernet ou Wi-Fi, et également politique d'accès aux données. Donc bien avoir une bonne gestion de sécurité au niveau de notre serveur de fichiers par exemple. Quatrième point, limiter la sortie des données, donc on en a parlé tout à l'heure pour les Dropbox par exemple, mais ça peut être également pour le blocage des médias amovibles, type clé USB. Il existe notamment, pour parler que de cette solution, les solutions sur les serveurs Windows, qui tout intégrées, qui permettraient de bloquer les médias amovibles. Bon après, il existe des solutions tierces qui permettent d'aller un peu plus loin, mais bon voilà, on peut déjà avec les serveurs existants, les systèmes existants faire des bonnes stratégies
de sécurité. Et troisième catégorie, ben, c'est la gestion des équipements nomades purs et durs, donc avec les logiciels MDM. Donc ça, c'est le troisième point avec le VDI, le silo qu'on va vous présenter en plus détaillé, parce que c'est vraiment les technologies innovantes qui sortent du lot pour le BIOD. Ensuite, l'effacement à distance du contenu, donc ça effectivement ça peut être très intéressant. On perd notre terminal, l'utilisateur perd son terminal, il prévient sa DSI, la DSI lance l'effacement à distance du terminal, comme ça au moins il n'y a pas de récupération des données. Et cryptage aussi, un cryptage, donc je perds mon ordinateur portable et au bon moment on ne peut pas récupérer mes données qui sont dessus. Et troisième point, ben, la géolocalisation des équipements. Voilà. On est bien d'accord que dans le cadre en fait, de la perte d'un appareil ou du vol de l'appareil, au-delà du dommage et du coût financier en fait, de l'appareil, ce qui coûte le plus cher, c'est pas tellement l'ordinateur, mais c'est plutôt le contenu de ce qu'il y a de l'ordinateur. Imaginons un cadre qui se part avec 10 ans de recherche et développement dans son portable, qui va voir ses clients et ainsi de suite. Il perd son portable ou il se fait voler son portable. C'est globalement le recherche et développement, on sait pertinemment, il y a des gens, des sociétés qui sont spécialisées là-dedans, des pays qui sont spécialisés là-dedans, pour ne pas en citer, qui vont systématiquement faire tout pour vous piquer des données et qui derrière vont chercher à les exploiter parce que du coup vous aurez investi beaucoup d'argent de recherche et développement et puis derrière c'est très facile, ils vont le reprendre dans un pays à la main d'œuvre pas cher, le réexploiter et avant que vous puissiez vous apercevoir de quoi que ce soit, ça sera déjà produit, labellisé et ainsi de suite. J'ai un cas d'une entreprise sur laquelle je suis intervenu pour un tribunal, presque 200 personnes, ils se sont fait piquer leurs données vraiment parce qu'ils n'avaient pas sécurisé le truc. C'était une chaîne de meubles qui produisait des meubles que vous retrouvez dans les trucs que vous connaissez très bien, type Ikea et ainsi de suite. Ils avaient investi beaucoup d'argent, ça devait leur permettre de rembaucher presque une cinquantaine de personnes. Ils se sont fait piquer les données sans qu'ils s'en rendent compte. La nouvelle chaîne de meubles sur laquelle ils avaient le recherche et développement a été sortie. Ils avaient déposé les brevets à l'INPI au niveau international et ainsi de suite, alors qu'eux étaient encore dans la phase d'affinement de leur recherche et développement. Sauf que les autres, c'était en ligne de produit, ils ont porté plainte contre la société initiale, enfin, ils ont tout perdu. Bilan des trucs, il y a eu, à l'heure d'aujourd'hui, je crois qu'il y a 120 ou 130 personnes qui ont été licenciées de la boîte. D'accord ? Donc vous voyez, ce sont des incidents, c'est des choses qui peuvent être très concrètes et qui peuvent avoir une incidence relativement très forte. Donc voilà pour les solutions techniques dans la globalité. Maintenant, Olivier va nous expliquer rapidement donc, les trois techniques que je vous ai parlé. Alors, une des techniques que l'on va communément utiliser et qu'on va essayer de rechercher surtout, c'est tout ce qui tourne autour du VDI. Donc je vous rappelle, le VDI, c'est tout ce qui est Virtual Desktop Infrastructure, donc communément appelé TSE, Citrix, RDS et RDG et compagnie. Donc c'est-à-dire du déport d'affichage ou du traitement en fait à distance, d'accord ? Je fais volontairement des raccourcis techniques, hein, mais c'est aussi pour aller un petit peu plus court. Vous avez trois gros acteurs qui sont Microsoft, Citrix, Xen et VMware. Et donc l'avantage en fait du VDI et du déport d'affichage ou du client-serveur, c'est que le VDI, du coup, vous coupez le lien, il n'y a plus rien. C'est-à-dire que physiquement, l'employé, il peut travailler de chez lui sur une application, sur un certain nombre d'applicatifs, sur des choses, même sur des données. Pour peu que vous lui coupez le lien qu'il y a entre les deux logiciels, physiquement, il n'a rien du tout sur le bureau et il ne peut pas se barrer avec les données, à moins qu'à la rigueur, il prenne un appareil photo, il se fait des copies d'écran de tout ce qu'il a. Enfin, c'est pas très pratique, c'est pas forcément ce qu'on recherche. L'autre avantage du VDI, c'est que du coup, comme tout est concentré au niveau du serveur et du point central que vous allez avoir soit dans votre data center si vous faites du cloud privé ou si vous avez dans un cloud public au travers le monde dans des accès sécurisés, c'est qu'automatiquement le VDI, vous pouvez l'avoir webisé sur plusieurs types de plateformes qui vont de la tablette, du PC, du Mac, voire même maintenant du téléphone, puisque webisé, si c'est bien appliqué, vous allez avoir une application qui sera totalement adaptée à vos usages. Le principe du silo, donc, ce sont un certain nombre en fait, de procédés et notamment de programmes. Donc il y a un certain nombre d'acteurs au niveau de ça qui vont vous permettre de faire un cloisonnement sur un téléphone, soit pro, si on prend un téléphone, hein, mais
ça peut être un smartphone, un iPad, un tablette Android ou ce que vous voulez, où vous allez pouvoir faire complètement dans cette partie un cloisonnement des données privées et des données de l'entreprise. Parce qu'un des problèmes qu'on pourrait citer, c'est que si je mets en place une procédure et que par exemple je demande un effacement de l'appareil, qu'est-ce qui vous dit que la personne après elle ne va pas vous attaquer parce que vous lui avez effacé, je sais pas, les SMS que lui avait envoyé sa femme ou sa maîtresse ou je sais pas quoi. D'accord ? Donc c'est bien un cloisonnement de la vie privée et de la vie publique, c'est assez facile à délimiter, les logiciels fonctionnent bien, il y en a maintenant une dizaine sur le marché, vous avez des grands acteurs comme Symantec et ainsi de suite, Fixmo qui permettent de proposer des solutions, et en tout cas le silo en termes de principes applicatifs va nous permettre donc de bien cloisonner les choses. Et de les sécuriser du coup, parce qu'on peut crypter à la volée, définir de la QoS, définir différents usages. Les solutions de gestion de flotte, donc là on va parler de tout ce qui est MDM, donc tout ce qui est Mobile Device Management. Donc là maintenant il y a des vraies solutions, et là notamment vous avez, on va dire, tous les numéros 1 qui tournent autour de la solution de proxy firewall pour taille captif. Donc les Microsoft, Juniper, Symantec, j'en passe, c'est des meilleurs. Et donc là maintenant il y a plein de solutions de MDM qui vont vous permettre de à la fois localiser des appareils qui pourraient être en déplacement, donc faites attention notamment aux déclarations, il ne faut pas que ça soit utilisé à mauvais escient pour fliquer vos usagers et ainsi de suite. Après ça vous permet de faire du cloisonnement là aussi, de vérifier, de supprimer des contenus, de mettre à jour des firmware. On peut se poser la problématique après, je sais pas, d'un iPhone qui aurait été jailbreaké avec tout un tas de programmes qui n'auraient pas été achetés. Avec du MDM, on peut tout de suite détecter si le téléphone a été jailbreaké et donc d'en bloquer l'usage ou définir une politique complète du système. Donc on réinvente entre guillemets les outils de l'entreprise et à la fois les outils du particulier, mais dans le cadre de l'usage d'une entreprise. Donc tout de suite, vous voyez, on répond à un certain nombre de fonctionnalités, de problématiques qu'on avait citées au départ, à savoir cadrer où est l'entreprise, où est le particulier, qui fait quoi, comment, à quel moment, et ainsi de suite. Donc là, on laisse de moins en moins de flou juridique. Alors vous n'aurez jamais la solution qui répond à tout, mais vous aurez un certain nombre en fait, d'artifices et de procédures qui vont vous permettre d'y répondre. Donc dans les techniques, on va parler des préconisations de solutions autour du BIOD. Donc vous pouvez voir que autour de ces solutions donc, de smartphones pour les tablettes, pour les ordinateurs portables, vous avez un certain nombre de problématiques qui vont vous permettre à la fois, par exemple ici, on va travailler plutôt sur le déport d'écran, sur des applications webisées, qu'on va pouvoir récupérer un certain nombre de points, qu'on va pouvoir retrouver sur tous les points. La gestion de parc de MDM, donc de smartphones, de tablettes, d'ordinateurs portables et ainsi de suite. Et puis du silo qui va pouvoir répondre à un certain nombre là aussi de choses. Donc on peut voir qu'en croisant en fait les technologies, mais qui sont relativement très proches, avec une bonne interopérabilité un petit peu du truc, on va pouvoir avoir un certain nombre de produits adaptés qui vont nous amener des solutions adéquates à nos problématiques. D'accord ? Donc après, c'est tout de cibler le bon produit, les bons usages. Donc à vous de faire l'analyse fonctionnelle au niveau de ce que vous avez en termes de besoins et de ce que vous voulez y apporter comme réponse. Il ne s'agit pas de monter une usine à gaz qui soit inexploitable et qui aura l'effet contraire de ce que vous voulez. Les plus-values de tout ça, c'est... On peut voir que le BIOD, c'est le déport des investissements vers l'utilisateur. Ça veut dire que la société, tout ce qu'elle avait, enfin un certain nombre de choses qu'elle avait dans son service au niveau de la SI, et bien du coup, on le reporte vers l'utilisateur. On le voit notamment sur le support, la maintenance, beaucoup moins de choses à faire, on a des gains qui sont relativement importants, puisqu'ils vont être du coup à la charge de la personne, de sa responsabilité, de son assurance, et il a au quotidien. C'est-à-dire que derrière, si on a bien défini, comme vous l'avez vu, les temps d'utilisation, qui fait quoi, ainsi de suite, on cadre tout et on évite, entre guillemets, un maximum de problématiques. Comme tout ça est cadré et qu'on est dans le meilleur des mondes, puisque là on vient de tout définir et on sait qui fait quoi, ça veut dire qu'automatiquement on ne fait que de l'augmentation de productivité logiquement, s'il prend bien ses outils, sans avoir les travers qu'on avait dans la non-BIOD comme on l'avait pu le voir tout à l'heure. Ça veut dire qu'autour de ça on est dans un monde vraiment de oui, hein, le monde idéal, où notre utilisateur il va être de plus en plus satisfait. Il va se rendre compte qu'il est soigné, qu'on le protège, qu'on protège son environnement, on protège l'image de l'entreprise.
En tout cas, on constate que la mise en place du BIOD amène systématiquement, du coup, à une amélioration de l'utilisateur, ou du moins de la satisfaction de l'utilisateur. Par rapport en fait, à la mise en place d'outils de BIOD, on peut se rendre compte que l'optimisation de l'intégration des prestataires a du coup aussi tout un tas d'avantages. Du coup, ça permet de cadrer où sont les données, qui a droit de quoi, comment, très facilement. Donc on peut parler notamment dans l'usage de portails captifs couplés au firewall, c'est-à-dire que moi j'ai mis en place par exemple des procédures où si par exemple l'un d'entre vous vient dans ma société, vous avez besoin par exemple d'accéder au Wi-Fi, d'imprimer une petite page de papier, d'accéder à un espace pour pouvoir déposer des fichiers pour les utilisateurs. Tout ça a été intégré dans la politique de BIOD qui fait que automatiquement, moi vous ne me dérangez pas au niveau du service informatique. En tout cas, je n'ai pas envie d'être dérangé par vous. Vous êtes là pour utiliser l'informatique comme un outil. L'informatique, je vous rappelle, avant tout est un outil et non pas un frein, comme on le voit des fois où on l'entend dire auprès des usagers. C'est-à-dire que logiquement, si vous prenez par exemple votre téléphone, si vous avez un téléphone portable ou un truc comme ça, vous vous mettez sur le portail captif, j'ai une passerelle SMS qui est couplée au truc, vous identifiez, je sais qui vous êtes puisque vous identifiez avec votre téléphone par exemple, et je vous envoie en fait un identifiant, un mot de passe qui vous permet de vous connecter 4 heures, 8 heures, un jour et ainsi de suite. Moi, je n'ai pas été dérangé, j'ai su qui a fait quoi, dans quel cadre, ainsi de suite. Vous avez QS qui vous est adapté. Derrière, j'ai défini les impressions qu'a un utilisateur de passage. C'est limité, par exemple, à 25 pages par jour. Je sais que derrière, vous êtes limité par rapport à l'espace de stockage, ainsi de suite. Donc, on définit les usages complètement, tout en le faisant de façon très, très transparente. D'accord ? Et on n'a pas de trucs très lourds. La dame à l'accueil, vous allez au service informatique, vous prenez le 3e couloir, vous montez au 2e étage, vous voyez le beau gosse là-bas qui est dans tel bureau, vous rentrez, vous faites ça. Non, là on ne s'occupe pas, il est totalement autonome. D'accord ? La diminution des risques, c'est que du fait, comme on a cadré un maximum de choses, je répète, on ne cadrera pas tout, il n'y a pas de solution unique, mais en tout cas on va tendre vers quelque chose. Et on peut se rendre compte que du coup, on va limiter tout ce qui va être attaque en justice, puisque vous aurez fait en sorte de délimiter le champ opérationnel et le champ de votre SI, qui fait qu'automatiquement, on sait qui fait quoi, dans quel cadre, pourquoi, à quel moment, et ainsi de suite. On a, entre guillemets, tout tracé dans un cadre bien défini, celui de votre SI. Je vais finir par une phrase importante donc, de Patrick Payoux. Donc Patrick Payoux qui est le directeur général de l'ANSSI. Je vous rappelle, l'ANSSI c'est l'Agence nationale des sécurités des systèmes d'information, alors que je connais bien puisque je suis auditeur au niveau de l'ANSSI. En l'ANSSI on définit un certain nombre de us et coutumes, c'est on va dire l'organisme officiel français qui va faire la sécurité des systèmes d'information. D'accord ? Donc lui il dit carrément je suis contre le BIOD sans ambiguïté. Alors vous allez me dire, mais il est complètement fou, il dit complètement l'inverse de ce qu'il a dit depuis le départ. Alors, pourquoi il dit ça, en fait, Patrick, c'est que le BIOD, s'il est mal fait, s'il est mal délimité, s'il est mal exploité, ça peut être complètement l'effet contraire de ce que vous pensez. C'est-à-dire que si, par exemple, vous faites une charte informatique qui est mal étudiée, avec pas les bons termes, les bons trucs de loi, c'est autant d'éléments qui vont être à charge ou à décharge suivant de quel côté vous allez vous positionner. Donc ça veut dire qu'il faut avoir, si vous avez une politique de BIOD, oui, il faut en avoir une, mais en tout cas, il faut qu'elle soit vraiment mesurée, cadrée, et qu'on puisse vraiment faire des choses adéquates et qui soient en relation avec le besoin fonctionnel que l'on avait au départ. Donc je vous rappelle que dans le guide d'hygiène informatique de l'ANSSI, donc ça c'est à destination des RSSI, hein, donc c'est privé ou public, hein, c'est normalement toute personne ou entreprise qui devrait le lire. Il y a 4 ans de règles de bon sens. Il y a la règle numéro 5 qui vient renforcer un petit peu cette position et qui dit il faut interdire la connexion d'équipements personnels au système d'information de l'organisme. Parce qu'on se rend compte que si c'est mal fait, si c'est mal cadré, vous faites tout pour en fait vous faire attaquer et mettre en péril votre société. C'est-à-dire le non-BIOD. Donc, moi, la réponse que je pourrais vous apporter, c'est que soit vous mettez en place tout l'arsenal à la fois juridique, technique, organisationnel, humain, financier, pour pouvoir mettre du BIOD correctement, et si vous ne le mettez pas,
à ce moment-là, vous allez tendre la main vers des usages que vous n'aurez pas voulu, que vous ne maîtriserez pas, et sur lesquels vous allez avoir des effets contraires à ce qui était souhaité au départ. Donc voilà, on a fini. Donc je tiens particulièrement, moi et l'ensemble de la promotion, à remercier Olivier Binchet d'être intervenu sur la partie technique et d'avoir pris le relais également sur la partie juridique, par le fait que M. Luzik n'ait pas pu être présent ce soir. On remercie également le CESI, l'ensemble de l'équipe du CESI, et aussi M. Thierry Thibault, directeur du CESI, qui est actuellement présent ce soir, pour nous avoir notamment mis en contact avec l'association Innovencom, que je vais présenter juste après, et pour tout le soutien qu'on a eu, notamment aussi sur la partie communication et mailing. Donc l'association Innovencom, nous les remercions pour la partie financement. Donc étant donné que la promotion MSI, nous sommes en formation pour une durée minimum, une durée inférieure à 18 mois, nous n'avions pas le temps de créer une association propre pour cette conférence. Donc nous sommes passés par leur association qui est tournée vers les nouvelles technologies, l'innovation et l'informatique pour nous faire financer l'ensemble de la conférence. Et puis nous finirons par remercier le groupe Pernod Ricard, Martel et Ricard, qui a participé à cette conférence pour la partie cocktail que vous allez avoir tout à l'heure. Donc on va passer aux questions-réponses, si vous en avez, que ce soit sur l'ensemble de la conférence ou même à titre individuel dans les entreprises. Alors, on remercie également Maud et Fabien qui sont au fond de la salle, qui nous ont beaucoup aidés, qui font partie également du CESI. Donc voilà, avec le directeur, comme Vincent l'a dit. Pendant la partie de questions-réponses, on va préparer un PowerPoint qui affiche juste les résultats des questions que vous nous avez mises sur le questionnaire. Comme ça va nous faire voir un petit peu les stats, les moyennes de la salle par rapport aux différents usages qu'on vous a posés. Voilà. En tout cas, merci à tous d'être venus. Je refais juste un petit point dans la question. Je vous demanderai juste de prendre 5 minutes tout à l'heure avant de partir pour remplir l'évaluation qui nous permettra par la suite, nous, d'être évalués sur cette présentation. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur lesquelles on pourrait apporter quelques précisions, des choses comme ça? N'hésitez pas. Ou si vous voulez le faire un petit peu plus tard, autour de vous avez vraiment soif, et à ce moment-là, n'hésitez pas, faut en profiter, dans la mesure du possible, si on peut y répondre. Allez, une question? Non? Vous avez testé différents systèmes MDM? Alors, j'en ai testé au moins 5 ou 6 avec mes équipes. Alors, faut savoir que dans la structure où je suis, nous, on gère un petit peu plus de... Moi, personnellement, je gère 1263 PC, 60 serveurs sur 11 sites. Mais mes équipes, on gère un peu plus de 7000 appareils connectés. Donc, il faut qu'on ait des choses qui fonctionnent bien, quoi. Oui, on a testé les solutions de chez Symantec. On a testé celle de chez Trend Micro. On a essayé celle de Sophos. Et je suis en train de chercher la dernière qu'on a testée. C'est un produit qui était en test avec Orange et Aruba. Voilà. Alors, je suppose que la question, vous allez me dire d'ailleurs, c'est qu'est-ce que vous avez choisi comme produit? Nous, on a choisi après le logiciel de chez Symantec, puisque c'était pour nous le produit qui était à la fois le plus stable, d'accord, le plus simple à mettre en place, et qui surtout était porté vers une grosse entreprise, puisqu'on va dire dans le monde du logiciel, on a quelques très grosses entreprises comme Microsoft, Symantec et des choses comme ça, qui font que derrière, Symantec avait un très gros passé sur tout ce qui était au niveau de la sécurité. Et c'est vrai que ça s'est fait très simplement avec les gens de chez eux pour pouvoir mettre en place la solution, à la fois côté PC et à la fois côté tablette, téléphone et ainsi de suite, quoi. Voilà. J'en profite, je coupe 2 secondes.
pour vous présenter rapidement les résultats du questionnaire. Ensuite, on pourra continuer l'échange questions-réponses, il n'y a aucun problème. Donc, tout d'abord, la première question. Donc, combien de terminaux possédez-vous? Donc, on voit que le plus gros morceau, donc, c'est un terminal. Donc, 8. Oui, pardon. Oh là là. Désolé, effectivement, les deux verts, là, ça m'a... J'ai confondu un peu. Bon, voilà, 5. Donc, en fait, c'est un beau résultat par rapport à la citation qu'on a eue tout à l'heure. Donc, une personne... Enfin, d'ici fin 2013, la citation, c'est... excusez-moi. D'ici fin 2013, il y aura plus de terminaux connectés que de personnes sur Terre. Alors, bon. Typiquement, hein, c'est pas, ça reflète complètement ce qu'il y a au niveau de la société, puisque dans les gens qui utilisent ça, qu'est-ce qu'on a comme terminal? Vous avez généralement, enfin, je parle dans les personnes ultra connectées, type cadre et ainsi de suite. Je parle même pas des gens de l'IT, puisque c'est des gens bizarres, hein, ces gens-là, quoi. Vous avez le smartphone, vous avez des fois la tablette, vous avez le PC portable, derrière vous avez l'ordinateur à la maison, et vous avez l'ordinateur de bureau. On est arrivé au 5. D'accord? Voilà, donc c'est en effet ce que vous allez rencontrer le plus souvent, voire après on peut avoir encore plus de terminaux sur des usages différents. On prédit avec notamment les nouvelles tablettes et des outils de plus en plus modernes, une réduction de ce nombre d'objets, puisque maintenant on a des vraies tablettes qui sont capables d'être aussi des vrais PC, qui sont capables même aussi, avec l'avènement de tout ce qui est notamment au niveau de la téléphonie sur IP, du Facebook d'entreprise. Alors j'entends notamment des produits comme Link ou compagnie, où dans un seul outil on peut tout faire, quoi. Pas le café encore, ça c'est dommage, mais on peut faire un certain nombre de choses, et du coup on a une réduction en fait des nombres d'objets et des objets connectés. Voilà. Deuxième résultat, utilisez-vous votre smartphone personnel pour récupérer vos mails pro? Donc majoritairement non. Donc, c'est quasiment la même chose, hein. On peut considérer. Au niveau des chiffres officiels, au niveau d'une étude du Gartner Group, alors qui a été fait au niveau mondial, hein, on peut considérer que la France on est un petit peu en retard par rapport aux États-Unis ou les pays anglo-saxons. Ce chiffre-là est de 60%, ça veut dire qu'il y a 60% en fait des cadres d'une entreprise et des gens de l'IT, on va dire, qui font un petit peu le système d'information. 60% en fait ont cet usage-là. Donc on n'en est pas bien loin. Il aurait peut-être été intéressant de poser la question si les gens qui ont répondu non avaient un téléphone pro. C'est vrai. Pour compléter le questionnaire. C'était très pertinent, ouais. On refait. Alors, dernière question. Combien de fois par jour consultez-vous votre téléphone portable? Donc là, c'est intéressant. Donc, si je ne me trompe pas cette fois-ci, c'est le 100 et plus. Si je ne me trompe pas, parce qu'effectivement, là, la couleur... Si tu arrives à le lire... Ouais. Bon, donc... Simon, tu peux nous confirmer? Alors, Simon va nous confirmer. Le 30 à 60. Le 30 à 60, d'accord. Et donc, par rapport à ce résultat, on a une étude qui a fait justement le calcul sur un échantillon de personnes, que 100 à 150 consultations, on fait 100 à 150 consultations de son téléphone portable par jour. Donc c'est une étude de 2012 qui prouve ça. Donc, ça peut être pour n'importe quoi, pour les notifications personnelles, professionnelles, voir l'heure. Voilà. Alors, vous regardez, c'est d'ailleurs, moi j'avais été très surpris par ça, je dis 150 fois, je dis c'est n'importe quoi, voilà. Mais vous regardez, moi quand j'ai fait le test, j'étais plutôt vers 250 que 150, quoi. C'est-à-dire qu'on le regarde en effet pour l'heure, mais on regarde le petit bip, c'est quoi? C'est un mail, c'est le SMS, c'est l'appel qu'on reçoit personnel ou de l'entreprise, c'est dans un monde ultra connecté. Si vous avez pour peu un petit peu beaucoup de gestion, sans parler non plus de consumérisation complète avec du Facebook, du tweet et compagnie, parce que là, si vous mettez du tweet, c'est plus la peine, quoi. Les 150 à 250, c'est très facile de les avoir par jour. Voilà. Donc on va pouvoir reprendre des questions. Donc voilà, on a... Alors, est-ce que vous avez d'autres questions?
Je sais pas si j'ai la réponse. Apparemment non, donc les gens doivent avoir soif alors. Voilà. Bah écoutez, je vous remercie d'abord d'avoir assisté à cette conférence, en espérant qu'elle vous a apporté un certain nombre d'éclaircissements. On va vous proposer maintenant un petit verre juste à côté, en sortant de la salle à droite. Et puis s'il y en a qui souhaitent rencontrer à la fois les étudiants stagiaires qui ont travaillé sur ce sujet-là et moi-même, n'hésitez pas à venir nous rencontrer si on peut vous apporter un certain nombre d'explications, de vécu ou de réponses. Voilà, merci beaucoup.